Alors voilà. Qu'est-ce qui vous est arrivé de bien cette semaine, Natacha? Eh ben moi, je vous ai parlé la semaine dernière de Paul Bocuse. Ouais. Et je suis allée voir toute l'équipe de Paul Bocuse. Ils avaient les larmes aux yeux. Ils continuent à bosser. Ils vont continuer à faire exactement ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire quelque chose de magique, donner du bonheur à travers des beaux produits, à travers des plats. Natacha. Et c'est merveilleux. Madénian, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Comme elle, mais ils n'ont pas voulu me servir. Raquel? Cette semaine, c'était les 3e et 4e épisodes de Baron Noir, donc une Avec série. Julien Drey. Alors voilà, il paraît que lui a dit qu'il était le Baron Noir, c'est très drôle. Mais je suis en contente doutes parce que je suis au générique. Swag. Parce que Éric Benzekri, qui est l'auteur, avec Jean-Baptiste Delafont, m'a consulté sur toutes les scènes où on parle de 6e République, droit de révoquer les élus, assemblée constituante et tout ça. Et voilà. Bah bravo. Et on commence avec vos unes de la semaine. Monia, votre une de la semaine. Alors, ma une de la semaine, elle pourrait s'intituler Maudit Allen. Bon, vous noterez la subtilité du jeu de mots que j'ai trouvé. En fait, j'aimerais parler de Woody Allen, de sa tourmente, et plutôt aussi, on pourrait parler du début de sa chute, car cette semaine est sorti son nouveau film Wonder Wheel, qu'on pourrait traduire par La roue des merveilles. Mais on pourrait surtout dire que la roue tourne pour Woody Allen cette semaine, surtout depuis que sa fille adoptive, Dylan Farrow, a avoué que, justement, Woody Allen avait abusé sexuellement d'elle quand elle avait 7 ans. Alors là, depuis, ce qui se passe, c'est que tout le monde le lâche à Hollywood, y compris les acteurs qui ont joué avec lui. Par exemple, Kate Winslet, qui est à la une de son nouveau film, avoue regretter amèrement sa participation. Selena Gomez veut carrément reverser son cachet qu'elle a eu pendant le film aux victimes de harcèlement sexuel. Et là, le pire, c'est que Amazon, qui finançait le film de Woody Allen, annonce qu'ils envisageraient de ne plus financer les autres films de Woody Allen. Donc ça serait peut-être le dernier film de Woody Allen. Donc moi, ça me laisse un peu perplexe parce que je suis tiraillée en tant que femme. Je suis à la fois fière de voir que depuis l'affaire Weinstein, il y a une véritable libération de la parole et qu'il n'y a plus justement d'intouchable, à condition évidemment qu'il soit coupable. Ouais. Mais de l'autre côté, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas dissocier l'homme de l'artiste? Éternel problème. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut continuer quand même à regarder les œuvres de Woody Allen, parce qu'elles sont formidables? Parce que si c'est pas le cas, dans ce cas-là, on ne peut plus admirer les œuvres de Caravage parce qu'il était meurtrier. Celui de Francis Holm, il chantait bien. Ouais, ou bien exactement, en parlant de chanter, on ne peut plus chanter I Believe I Can Fly parce que R. Kelly s'était marié avec Alia alors qu'elle n'avait que 15 ans. Donc quand même, la question se pose. Gilles William Goldnadel. Votre une de la semaine. Et moi, elle concerne Marlène Schiappa. Vous savez que je l'aime beaucoup, Marlène Schiappa. Hein. Mais là, je pense réellement qu'elle a perdu, encore une fois, une belle occasion de se taire. Elle a considéré comme scandaleux les propos de l'avocat du meurtrier de la pauvre Alexia, sous prétexte qu'il considérait, lui, à tort ou à raison, que Alexia manifestait une certaine violence. Mais le vrai scandale, Thierry, ce qui est scandaleux, ce sont les propos de Marlène Schiappa. Parce que nous, tous, autour de la table, on peut parfaitement les considérer comme, à tort ou à raison, comme scandaleux, les propos de mon confrère. La seule qui ne doit pas dire un seul mot sur la question, c'est ce membre de l'exécutif gouvernemental qu'est Marlène Schiappa, sous le principe totalement sacré de la séparation des pouvoirs. On ne parle pas d'une affaire en cours, une affaire complexe comme toutes les affaires judiciaires, une affaire unique comme toutes les affaires judiciaires. Et elle a réalisé une manière d'exploit, Marlène Schiappa. C'est qu'alors que la famille de la victime est d'une dignité exemplaire, alors que la famille du meurtrier est d'une dignité exemplaire, la seule qui y soit allée avec son idéologie féministe, avec ses gros sabots simplistes, s'appelle Schiappa. Donc, depuis ses propos, elle est passée de la bourde à la faute lourde. Il y a eu d'ailleurs que Christophe Castaner l'a remis à sa place. Hein. Même dans son propre camp. Oui. Même dans son propre camp, on le reconnaît.
Christophe Castaner l'a certes remise à sa place parce que je suis d'accord sur le fait que l'exécutif ne doit pas intervenir dans une affaire judiciaire, d'accord, mais il a quand même dit sur France Inter que lui, en tant qu'homme, il était choqué du fait qu'on dise qu'on parle d'une victime en disant qu'elle avait une personnalité écrasante. Moi, j'aimerais quand même revenir sur le wording, sur le vocabulaire qu'utilisait l'avocat, justement. Mais toi, tu peux revenir. Oui. Mais t'es pas ministre. T'es pas ministre. Mais on s'en fout. Non, mais le problème avec Marlène Schiappa, et je la soutiens à 100%, c'est qu'elle, justement, pour travailler sur l'égalité homme-femme, c'est un travail de longue haleine et 24 heures sur 24. Sur tout ce que tu veux, sauf une affaire en cours. Non, je suis pas d'accord. Natacha? Il me semble qu'il faut arrêter de se saisir d'un cas singulier pour en faire l'étendard d'une cause. Qu'il faille se battre pour protéger les femmes battues, oui. En l'occurrence, je pense que c'est le cas le plus mal choisi pour servir d'étendard à cette cause. On s'aperçoit qu'il y a une complexité. C'est un cas, en effet, totalement singulier. Je ne pense pas, et on le découvre petit à petit, que cette malheureuse femme avait le profil d'une femme battue. Je pense qu'il y a quelque chose de spécifique. Et je trouve ça absolument irresponsable de voir de plus en plus cette idée qu'il faudrait, quand c'est une femme qui meurt, qu'on le perçoive de façon absolument simpliste. Ce n'est pas parce qu'une femme est morte, tuée par un homme, que c'est la même problématique, toujours la même, celle des femmes battues. Juste un commentaire rapide sur le fait qu'on prenne un cas singulier pour en faire effectivement une raison de débat. C'est ce qu'on a fait avec Jacqueline Sauvage. C'était un cas singulier et on en a fait une raison de débat et ça a ouvert le débat sur quelque chose de fondamental. Ça peut aider, oui. Franz? Je trouve ça absolument répugnant. C'est-à-dire, on voit bien, on est en train d'entrer dans un monde où maintenant la télé-réalité, pratiquement, c'est ce que fait Mme Schiappa, qui tient ses propos, c'est-à-dire qui commente comme ça, qui rentre dans le débat alors qu'il y a une enquête en cours, c'est dément. Elle parle d'un assassinat, excuse-moi. Et tout le monde trouve ça normal. Et tout le monde trouve ça normal. Alors que le parquet n'a pas poursuivi et pour tout le monde, assassinat. oui, enfin bon, ça c'est pas trop le sujet. Le sujet, c'est qu'elle rentre dans le débat. Quant à l'avocat, je suis désolé, je sais très bien que les avocats disent n'importe quoi pour défendre leurs clients. C'est leur travail. C'est leur travail. Et il y a d'autres avocats pour répondre. Donc là, on est rentré. Vous savez, il y a déjà un président Sarkozy qui était très attaqué parce qu'il se mêlait de tous les faits divers. Mais là, on a l'impression d'une espèce de truc d'État. Et le fait que ce soit soutenu ici, moi, franchement, ça m'accable et ça me peine. Et je dirais notre justice va de plus en plus mal. Voilà, de quoi je me mêle. Franz-Olivier Gisbert, votre une. Alors, ma une, c'est l'affaire Mathieu Gallet. Moi, je trouve que c'était une histoire très française et qui montre à quel point nous sommes dans une république bananière. Moi, je ne le connais pas, jamais vu. Mais quand il avait été nommé, j'avais dit quelques vacheries, je ne pouvais pas m'empêcher sur le fait qu'est-ce que vient faire ce genou. À un poste pareil, il faut plutôt mieux. Parce que tu étais jaloux. Non, pas du tout. Il est où sur la photo? Mais c'est quelqu'un, disons, qui a fait un boulot exceptionnel. C'est-à-dire, je m'étais planté. Regardez, aujourd'hui, il y a combien? Il y a plus de 16 millions de Français qui écoutent les Radio France tous les jours. Pas de quoi s'en monter. Non, mais attends, ce sont des vrais chiffres. Il y a 1 400 000 auditeurs de plus. Il est très bon, il est là. Il est très bon. Bon. En principe, enfin que je sache, si la justice a un sens, il est toujours présumé innocent. Parce qu'il a été condamné pour favoritisme. Bon, c'est-à-dire il s'en est pas mis comme plein les fouilles. Darmanin, Il a installé des innocent comme Darmanin. Oui, voilà. Il est présumé innocent. Ouais. Et là, la ministre dit, faut le virer. Ouais. Révoquons-le. Le CSA, immédiatement, se couche. Bah oui. Il fait ce qu'on lui demande de faire. Il fait là où on lui demande de faire. Bah oui. C'est-à-dire, quand il fait des choses, il fait des conneries, c'est-à-dire il nomme des gens qui ne sont pas adaptés, ou alors il se couche devant le gouvernement. C'est pour ça, je pense qu'il faut quand même réfléchir à la suppression du CSA. Je pense que Macron y réfléchit. Hein. Non. Monia. Je me dis que s'il avait su qu'il allait être limogé aussi rapidement, il n'aurait pas payé une moquette aussi chère dans son bureau. Oui. Absatou, votre une de la semaine. Moi, j'aurais aimé que pour ma une, on me mette mon sampleur des bisounours au début. Ah, voilà. C'est ça. Et les chants. Ah oui. J'adore. Parce que tout petit, on nous demande toujours, mais qu'est-ce que tu voudras faire plus tard? C'est quoi le job de tes rêves? Eh bien, figurez-vous que 96% des Français ne font pas le job de leurs rêves après. Ah ouais. Alors, c'est une étude de la CAPA, et je vais vous révéler le contenu de l'étude, c'est juste flippant. Parce que 96% qui ne font pas le job de leur rêve, c'est une chose, mais êtes-vous prêt à tuer pour un job? C'en est une autre. Alors en fait, il y a 7 Français sur 10 qui sont prêts à écraser leurs collègues. Écraser leurs collègues, ça veut dire qu'ils sont prêts à dire des saloperies au chef, comme je fais sur William Goldnadel de temps en temps. 7 sur 10. Voilà. À s'approprier les succès des autres.
ce que font peut-être certains d'entre nous, j'en sais rien. En tout cas, il y en a beaucoup. 76% sont prêts à écraser, ça veut dire 7 sur 10 parmi vous. Ensuite, il y en a 72% parmi vous qui sont prêts à trahir. 65% à mentir, c'est pas beau. Vous vous rendez compte? Et Sarkozy, il tue. Ah ouais. 40% sont prêts à tout quitter. Famille, enfants, on largue tout, on s'en va. Mais surtout, on a toujours dit que c'était les femmes qui étaient prêtes à coucher. Écoutez bien les filles. Hein. L'étude montre que 22% des femmes sont prêtes à coucher. Contre combien chez les hommes? 49%. Vous êtes prêts? 49%. C'est normal. Et les mecs, en plus, ils baissent. Donc, attends, et c'est pas fini. C'est pas double effet fiscal. Attendez, calmez-vous les garçons. Dès qu'on parle de coucher, là, ça s'excite. Calmez-vous. Et attendez, calmez-vous. Attendez, parce que c'est pas fini. L'effet qui se coule, juste pour info pour les filles, ça existe aussi. Hein. Mais 3% des hommes sont prêts à tuer. Pour le job de leur rêve, 3%. Il y en a 3 parmi vous qui sont prêts à tuer. Attention. Et seulement 1% des femmes, parce que nous sommes évidemment toujours... Voilà, c'était ma une de la semaine. Raquel, votre une de la semaine, mon petit. Maison de retraite, maltraitance institutionnelle. C'est chaud, là, c'est chaud. Là, ouais. Alors, cette semaine, c'était Balance ton EHPAD. C'est les établissements hospitaliers pour recevoir les personnes retraitées. Donc, tous les soignants se sont mobilisés parce qu'ils n'en peuvent plus, en fait. Parce que tout le monde souffre dans ces endroits-là. Les patients, enfin les retraités souffrent et les soignants eux-mêmes. C'est comme en prison. Ben oui, c'est ça, c'est comme en prison. Il y a des endroits où tout le monde souffre. Voilà. Il y a les clubs SM aussi. Bah non, pas tout le monde dans les clubs SM. Bon alors. Il se trouve que j'ai fait un tournage à Roubaix cette semaine et j'ai croisé des soignants qui étaient mobilisés. Je les ai interviewés. Vous avez un magnéto? J'ai un magnéto. Regarde alors. Moi, les médicaments, je dois les donner en 2 heures pour qu'il y ait cette distance thérapeutique. Ça veut dire que je suis toute seule pour 50 résidents. Ça veut dire que je passe 2 minutes 40 par résident. Et s'il y a un problème, c'est nous qui irons en tôle. Qui sait qui dira à nos gamins demain ta maman, elle a été en tôle parce que elle était tellement fatiguée que elle a fait une erreur de médicament. Quand je promets une personne âgée qui m'aime bien, à qui je dis que non, voilà, je vais revenir vous voir dans une demi-heure, dans 3 quarts d'heure, mais je peux pas parce que je suis tout seul. On n'est qu'à 2, là. Et quand je rentre chez moi, madame, je verse mes larmes. Cette situation, elle est insupportable parce que ces personnes qui sont dans ces maisons de retraite-là, on était devant une maison de retraite privée, plutôt celles les plus cossues. En fait, ces gens ont travaillé toute leur vie. Ce n'est pas des évadés fiscaux qui sont là-dedans. Ils ont payé les impôts, leurs impôts, toute leur vie. Ils ont bossé, ils ont créé par leur travail le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et on n'est même pas capable de les traiter avec le minimum de dignité. L'un d'entre eux me disait, Madame, si on traitait les animaux comme ça, la SPA sera déjà en train de s'occuper de la situation. Ce qu'on peut dire, je crois qu'on peut être tous d'accord là-dessus, parce que malheureusement, c'est un truisme que de dire ça, mais c'est vrai que dans ce pays, on ne paye pas les gens qui bossent vraiment, qui font des choses vraiment importantes, les flics, les infirmières, les gens qui s'occupent des vieux, etc. C'est Natacha. Oui, et dans ce pays, on refuse de réfléchir à qui va payer pour le grand âge. On ne veut pas poser le problème. Mais surtout, il y a une des dimensions aussi sur laquelle je voudrais insister parce que c'est important. Un des plaisirs de la vie, c'est tout de même de manger correctement. Ouais. Dans ces établissements, il y a des gens qui se laissent mourir de faim tellement c'est dégueulasse. Alors, la question de la restauration collective dans les EHPAD, dans les hôpitaux, où c'est pareil, c'est un des éléments de la guérison, de bien manger, d'avoir du plaisir. Eh bien, là, ça devrait être une cause nationale, ça. Parce que les normes qui sont les plus connes de la Terre interdisent, par exemple, à ces personnes âgées de manger les légumes. S'il y a un potager dans la maison de retraite pour les occuper, ils ne peuvent pas manger les légumes. On ne peut pas les traiter en cuisine parce que ce n'est pas hygiénique. De même, on n'a pas le droit d'avoir des œufs parce que les coquilles peuvent porter des germes. Ils ont 95 ans. Ici, bon, franchement, le risque infime de bactéries, on s'en fout pour le plaisir d'un bel œuf à la coque. Donc, s'il vous plaît, réfléchissez. Grande cause nationale, la restauration collective. Comment on traite les vieux dans ce pays, quand même. Eh ben justement, Thierry, par rapport à ce que tu dis, comment on traite les vieux dans ce pays? On devrait prendre exemple sur les pays africains et les pays asiatiques. Ah bah oui. Il n'y a pas de maison de retraite. Il n'y a pas de maison de retraite. Il n'y a pas de maison de retraite parce qu'on a l'obligation morale
de prendre soin de nos vieux jusqu'à la fin, comme ils ont pris soin de nous quand on était enfants. Et ça n'existe pas, les maisons de retraite. Posons-nous la question de l'être humain en général qui largue ses parents dans ces maisons de retraite et qui part en vacances, qui visite plus ses... Voilà, il y a une responsabilité de chacun d'abord avant d'être la responsabilité des autres. C'est un business. William. Je veux ajouter, et c'est en dehors de tout problème politique, qu'on juge et qu'on doit juger une société à la manière dont elle traite ses vieux. Bah oui. Et la société occidentale, elle traite très mal ses vieux. Et par exemple, Absatou a parlé des sociétés africaines ou asiatiques, mais la société musulmane traite remarquablement bien ses vieux. Quand tu seras vieux, je te changerai tes couches. Tu vois. Mathieu, t'as une. Alors, ma une, c'est à propos d'Emmanuel Macron, parce que depuis qu'il m'a touché les fesses, on est potes. Et je l'ai revu au dîner du CCAS. On réunit tous les Arméniens. Enfin, les survivants. Et on fait un dîner, tu vois. Et donc, Macron est venu et il a fait un discours. Et il a dit, comme il s'était engagé lors de sa campagne, qu'il allait consacrer une journée à la mémoire du génocide arménien. Wow. Donc, ça, c'est bien. Alors, là, peut-être qu'il regarde l'émission, donc il faut qu'il aille plus loin. À propos de ça, il faut d'abord, à propos de la Turquie, interdire en France, et là je suis catégorique, les toilettes à la turque. C'est inadmissible que de nos jours, il y a encore des toilettes à la turque. Ça, c'est un combat personnel. Voilà, c'était les unes de la semaine. Et maintenant, mesdames, messieurs, j'accueille notre invité fil rouge. C'est le membre du bureau national du Parti socialiste, salut Julien, le conseiller régional d'Île-de-France, Julien Drey. C'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important. C'est la rose, crois-moi. Comment ça va? Comment ça va? Jusqu'ici, tout va bien. Alors, on va commencer avec un jeu qui s'appelle le BioQuiz. Qui êtes-vous vraiment, Julien Drey? C'est le BioQuiz de l'invité. Alors, Julien, évidemment, il n'y a que des questions sur vous. Donc, vous ne répondez pas. Vous êtes seulement là pour dire si c'est vrai ou si c'est faux. Attention à ce que tout le monde est bien concentré. Quand il était jeune, Julien Drey rêvait d'être baron de la drogue, vendeur de tapis volants, commandant de bateau ou président de la République. Président de la République. Baron de la drogue. Commandant de bateau. Oui, commandant de bateau. Pourquoi? Je suis né en Algérie, j'habitais dans une ville qui s'appelait Oran, il y avait un port, des gros bateaux, et ils sont fascinés, ces bateaux. Et maintenant, les socialistes, ils rament, donc c'est raccord. En avril 2016, comment Julien Drey a-t-il résumé la situation politique du pays? On est au top. Tout va bien. On s'en sort pas trop mal. Ou ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux, Absatou. Ça fait 2 réponses. Il connaît bien Drey. Hein. C'est vous qui avez soufflé ça à François Hollande, en plus. Je souffle rien à François Hollande, et heureusement d'ailleurs. Mais j'avais raison. Les chiffres économiques ont montré que j'avais raison. Est-ce que le 1,9 de croissance, vous l'imputez en quoi que ce soit à François Hollande? C'est difficile de ne pas le lui imputer. Ah mais non, mais c'est très bien que vous disiez ça, vous. Voilà. C'est Hollande, bien sûr. C'est aussi la croissance mondiale qui repart. Y a un mais si elle n'était pas repartie, on aurait dit que c'est la faute à Hollande. Oui, absolument. Alors, qu'a déclaré Julien Drey à propos d'Emmanuel Macron? C'est une pépite. Il a fait un sans faute. C'est un garçon brillant. Ou c'est un homme sincèrement de gauche. Un garçon brillant. Sa faute. Oui. Les 4. Les 4. Ouais. Oui. Je l'ai senti. En fait, il y en avait 3 de vrais. Oui. Le 4e est discutable. Lequel? Je reconnais. Il n'est pas sincèrement de gauche, mais... Non, il est sincère, mais pas forcément de gauche. Il est sincèrement de droite. Vous savez ce que j'allais vous dire. Emmanuel.
En août 2015, comment Julien Dray s'est-il déchiré le tendon d'Achille? En courant après sa femme, en courant après son taxi, en courant après son chien, ou en courant après Emmanuel Macron. Après son Encore chien. après son taxi. Après son chien. Tu l'as vu? Son chien qui s'appelle Ekyo. Comment va ce chien? Il va très bien. Comment va cette jambe? Elle s'est réparée, difficilement, mais elle s'est réparée. C'est un chien japonais qui s'appelle Akita, Et le plus qui beau est le des symbole Akita. de la fidélité au Japon. Ouais. Alors, qui remporte le bio-quiz? Absent. Ah bah, c'est... Absatoussi, bravo. Et voilà, on se retrouve après la pub avec les terriens du dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Ce soir, face aux 7 mercenaires, Julien Dray, à tout de suite. Salut les terriens du dimanche. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Ce soir, face aux 7 mercenaires, Julien Dray. Avec Iron Girl, Natacha Polony. Pour détourner un avion, il faut être dedans, elle est là. Raquel Garrido. À l'âge où tu demandais un peu d'argent de poche à tes parents, elle avait déjà créé sa boîte. Absatoussi, c'est la chroniqueuse la plus élégante de la télé. Cachemire Monia. Il est végétarien, mais il dévore les politiques. Franz-Olivier Gisbert. L'avocat qui se défend très bien lui-même. Gilles William Goldnadel. La meilleure chose qui soit venue de Perpignan depuis Charlotte Julien, Mathieu Madénian. Et notre invité fil rouge, votre slogan, Julien Dray, dites-moi si vous l'acceptez, il préfère être le baron noir que le mouton noir. Est-ce qu'il y a une si grande différence que ça? Non. Bon alors, on fera les deux. Et il y a votre sampleur. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important. C'est la rose, crois-moi. Elle est où, la rose? Elle est fanée. Elle est dans nos cœurs. Oh, voilà, l'émission s'appelle Les Terriens du dimanche et le groupe Les Gréments de Fortune. Le hashtag LTD. Et maintenant, on commence avec notre invité fil rouge face aux 7 mercenaires. Julien Dray, vous êtes membre du Bureau national du Parti socialiste, conseiller régional d'Île-de-France, et mes 7 mercenaires ont chacun une question à vous poser. On commence avec Natacha Polony. Julien Dray, lors du premier tour de la législative partielle à Belfort, le week-end dernier, le candidat socialiste a fait 2,6%. Et en voyant ce score qui est quand même absolument vertigineux quand on pense où était le PS il y a encore 1 an et demi, je me suis demandé si le Parti socialiste avait encore quelque chose à dire aux Français. Ou plutôt, je me suis demandé si les Français avaient encore envie d'entendre le Parti socialiste et s'ils ne se disaient pas que finalement les dégâts de la mondialisation pendant des années, ça vous a moins intéressé et vous avez moins dénoncé ça que le populisme qui guettait le peuple. Et que c'est peut-être pour ça qu'on ne vous écoute plus. Oh là là.
Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites qui sont d'ailleurs pas forcément contradictoires. Non, ce n'est pas contradictoire. Le score est mauvais dans cette élection partielle. Alors, je ne vais pas vous dire c'est une élection partielle, il y a eu une participation très faible, etc., mais il faut le prendre comme tel. Il traduit la crise dans laquelle est rentré le Parti socialiste depuis maintenant presque un an, puisque c'était après la présidentielle, avec des défaites lourdes, présidentielles ou législatives. La question qui est posée, c'est est-ce que le Parti socialiste va se régénérer, comme ça lui arrivait déjà dans l'histoire, ou est-ce que, d'un certain point de vue, un cycle historique est fini et d'autres formations politiques vont ou se substituer à lui, ou lui-même va se fondre dans une nouvelle formation politique. Dans cette affaire-là, il y a évidemment une réflexion sur le monde tel qu'il est, la mondialisation telle que vous la voyez, vous, ou la mondialisation libérale, ou la révolution numérique dans laquelle nous sommes, l'ubérisation du travail, entre autres, et aussi la crise du mode productif intensif dans lequel nous avons été. Et donc tout ça, c'est évidemment des questions très importantes, et tant que la famille socialiste ne se remettra pas au travail, effectivement, elle perdra en autorité, en crédibilité. Est-ce que vous n'avez pas participé, pour dire les choses plus clairement, à inciter le Parti socialiste pendant des années à surtout nous expliquer que le grand danger, c'était le populisme, notamment le Front National, en oubliant les causes qui faisaient que le Front National montait? Vous avez beaucoup de culture, mais vous avez peu lu ce que j'écrivais. Je vous ai beaucoup écouté. Ah, d'accord, mais il faut lire. Non, mais attendez, j'ai adoré 50 nuances degrés, c'était bien. J'ai passé mon temps à essayer de. Alors, je suis peut-être pas arrivé, et visiblement, c'est pas arrivé jusqu'à vos oreilles. J'ai passé mon temps à essayer d'expliquer que le refuge derrière l'antifascisme traditionnel était une erreur. Je suis même venu plusieurs fois dans des émissions de Thierry pour dire attention à cela. Et les réflexes pavloviens sur le fait qu'il fallait dire toujours halte au fascisme, etc., n'étaient pas les bons. Et je vous ai raté dans ces moments-là, j'ai eu que les autres. Oui, mais parce que c'est normal, je n'obsédais pas vos journées ni vos nuits. Voilà, c'est tout. Alors après, oui, c'est vrai qu'il y avait une facilité pour une partie de la gauche de se servir de ces slogans. Bon, voilà. Mais je vous rappelle une chose, je me permettrai là-dessus de faire une remarque. Quand j'ai participé à la fondation de SOS Racisme, c'est justement parce qu'on était en rupture avec ce discours qui était à l'époque d'une certaine gauche qui déjà criait à la montée du fascisme, etc. Et que j'ai essayé, avec mes amis, d'opposer au contraire un phénomène générationnel qui a marché pendant un temps. Après, il y a des décisions politiques qui n'ont pas été prises quand il fallait les prendre. François-Olivier Gisbert, quelle est votre question pour Julien? Julien Drey, vous êtes très très intelligent. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. Non. Il y a très longtemps, vous étiez le jeune grand espoir de la gauche. Vous étiez le chouchou de François Mitterrand. Enfin, franchement, n'importe qui aurait mis beaucoup de pognon sur vous. Et je vais vous demander comme ça, un peu brutalement, mais aujourd'hui, avec l'âge, le temps, qu'est-ce qui a foiré dans votre carrière pour en arriver là? Parce que finalement, vous êtes... C'est pas comme question. Oui, c'est une question. C'est une question qu'on pose à un moment donné. Vous voulez une corde? Mais non. Un revolver. Un revolver. Il n'y a rien qui a foiré. Moi, je suis un militant. Donc, ce qui compte pour moi, c'est mes combats. C'est pas ma carrière. Peut-être que vous avez du mal à comprendre ça les uns les autres. Peut-être, ouais. Voilà. Mais moi, ce qui compte, c'était pas d'avoir un ministère. François Hollande a dit un jour cette phrase à des amis à moi. Il a dit, avec Julien, c'est simple, il ne demande rien, et donc il n'a rien. Et je continuerai à rien demander. Oui, mais vous n'avez pas eu des responsabilités importantes au Parti Si, socialiste. j'ai été pendant... Vous auriez pu y prétendre. Non, j'ai été pendant des années le porte-parole du Parti socialiste. Oui, c'est pas rien. C'est pas grand-chose. J'ai pas été son premier secrétaire, parce que bon, il y a... Ben justement, alors... Alors, je vais y venir, mais pour une simple raison, d'ailleurs. Ne vous faites pas plus bête que vous n'êtes, Trente. Vous savez très bien. J'étais un mouton noir. Donc, il y a tout... À partir, vous savez, je vais vous raconter une histoire. Le jour où François Mitterrand est mort, mon assistante, qui était avec moi, on était face à face, j'ai dit, la fête est finie pour moi. Ils vont me faire payer toutes les années qui viennent de s'écouler. Ah, donc vous avez répondu à la question, parce que c'est ça, au fond, le problème. Mais voilà, vous avez question, il a répondu, mais je ne suis pas de leur monde. C'était le chouchou. Enfin, non, mais je ne suis pas de leur monde. Je n'ai pas fait les grandes écoles. Ça compte. À un moment donné, je ne vais pas dans leur monde et je ne veux pas y être. Voilà, je reste ce que je suis, un militant qui se bat. Je me suis pas... J'ai pas eu toujours raison. Il y a plein de fois où je me suis trompé. Mais moi, je reste fidèle à ce qui a été mon combat que j'ai commencé il y a très longtemps, à l'âge de 15 ans. Et ce que je veux, c'est que le jour où on fermera mes yeux, on dira ce type est resté fidèle à ce qu'il a été, et c'était peut-être un type bien. Ça me suffit. Voilà. C'est bien alors. Puisqu'on parle de votre carrière, permettez-moi de vous demander qu'est-ce qui s'est passé? Le Parti socialiste se cherche un nouveau secrétaire général. Et c'est pas vous. Qu'est-ce qui s'est passé, Julien? C'est la question que je me pose aussi, vous voyez, depuis plusieurs jours. Parce qu'à un moment donné, j'ai dit à tout le monde, j'ai dit, écoutez, moi, je veux bien faire le job. C'est pas le plus facile. Je suis même pas certain d'y réussir. Ouais. Mais je crois que j'ai l'expérience, l'autorité, un savoir-faire que personne ne conteste. Et puis, à partir du moment où j'ai dit ça, j'ai vu tout un appareil se crisper. Personne ne répondait aux propositions que j'ai faites. Au contraire, on me disait, ah, c'est vachement bien ce que tu as dit. Hein. Mais à ce moment-là, tout le monde s'est mis ensemble
pour essayer de m'empêcher. Donc à un moment donné, je leur ai dit, écoutez, allez vous faire voir, débrouillez-vous tout seul. Et voilà. Alors Raquel, j'ai une question pour Julien. En fait, vous dites, quand vous dites allez vous faire voir au Parti socialiste, ça vous rapproche beaucoup de l'ensemble des Français, en fait. Peut-être. Ma question, elle est beaucoup plus légère. Mais je vais dire à Raquel, puisqu'elle le sait et qu'on se connaît depuis longtemps, que j'ai lu les commentaires de quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle Alexis Corbière, qui disait de moi en disant peut-être qu'il s'est perdu un peu dans les couloirs de Solferino. Et je suis d'accord avec ce jugement. Ah, très bien. Alexis Corbière a souvent raison. Pas toujours. Pas toujours, Gaël. Votre question. Julien, tu as créé SOS Racisme. Tu as fondé SOS Racisme. SOS Racisme a créé Touche pas à mon pote. Touche pas à mon pote, voilà, a inspiré Touche pas à mon poste. Donc en fait, est-ce que tu n'aurais pas créé Cyril Hanouna? Je vais lui demander. On n'a jamais déposé, on a eu tort d'ailleurs. On aurait dû déposer la marque, parce que si on avait déposé la marque, tu serais riche. Là, on serait riche. Et là, il y aurait un trésor de guerre. Monia Cachemire, votre question à Julien Drey. Alors, j'aimerais vous présenter Halima Aden, qu'on va voir. Elle a 19 ans. Elle est top modèle. Elle porte le voile. Là, on la voit défiler pour la Fashion Week de Milan. Et elle milite, elle veut offrir une image forte et positive de la femme voilée. Ensuite, j'aimerais qu'on parle de Noura Afia. Alors, elle est blogueuse beauté. Et elle vient d'être la nouvelle égérie d'une grande marque de cosmétiques. Et elle aussi milite pour une image plus positive de la femme musulmane dans le monde. Et j'aimerais aussi qu'on s'attarde quelques secondes sur Mona Haïdar. Alors, Mona Haïdar est une artiste, c'est une chanteuse, elle est activiste féministe. Et elle vient de signer un tube qui s'appelle Hijabi, qui a été vu plus de 2 millions de fois. Je vous laisse le dire. Il n'y a que moi qui puis démarrer le magnéto, vous savez. Mais il n'y a que vous, c'est qui faites bien. Voir. On regarde. Bravo, c'est hyper classe. C'est hyper classe. Non mais vraiment. Alors moi, ma question est assez simple. C'est est-ce que, selon vous, on peut être voilé et féministe? Non. Pourquoi? Parce que le voile, c'est pas un signe religieux. C'est un signe d'oppression. Et vous pouvez l'habiller comme vous voulez. Vous pouvez l'emballer comme vous voulez. C'est d'abord et avant tout un signe d'oppression, puisque la conception du voile, c'est de protéger les femmes du regard des hommes, considérant d'ailleurs que les hommes sont des prédateurs. Donc ce n'est pas vrai. Alors après, ils peuvent emballer ça, mais moi j'aurais pu vous donner d'autres photos de femmes défigurées parce qu'on leur a jeté de l'acide, parce qu'elles n'avaient pas voulu porter le voile, notamment en Iran ou en Arabie Saoudite. Là, je vous montre des modèles en Europe, parce que justement, il y a un vrai activisme pour offrir une image positive. Oui, mais parce qu'il y a un activisme aujourd'hui d'un islamisme radical qui prend toutes les formes possibles, imaginables, pour nous vendre sa salade. Bon, on n'est pas obligé de tomber dedans. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que donc, du coup, vous estimez que les femmes qui portent le voile n'ont pas de libre arbitre. C'est ça. Mais elles ont peut-être des libres arbitres. Vous savez, il y a des tas de gens, c'est ce qu'on appelle l'oppression, qui n'ont pas conscience de la réalité dans laquelle elles sont. Mais la réalité du port du voile, je m'excuse, reste toujours la même du point de vue de sa signification. Et alors, après, on peut l'habiller comme on veut. Moi, je respecte les individus. Je comprends des fois des problèmes. Quand j'étais député de l'Essonne, j'avais plein de jeunes filles de cité qui me disaient « je le porte, tu sais pourquoi ? Pour avoir la paix avec mes frères. » Je me permets donc de vous poser une autre question. Donc, vous estimez qu'on ne peut pas être féministe et voilé. Donc, quel est votre avis? Mais alors, comment vous expliquez sinon les féministes qui, en Iran, en Arabie Saoudite, se battent pour ne pas porter le voile? Je vous parle Ce ne sont pas des féministes de femmes musulmanes en Europe et en Occident. Mais d'accord, mais moi... Non, c'est mon avis. C'est ma question. Moi, je vous parle des femmes féministes qui, dans les pays islamistes, se battent contre le port du voile. Et considèrent... Pas toutes, évidemment. Pas toutes, justement. Que pensez-vous de Malala, justement, celle qui est une activiste pakistanaise qui se bat justement pour la liberté des femmes et qui a reçu le prix Nobel en 2014? Est-ce que vous estimez qu'elle n'est pas féministe ou moins féministe qu'Elisabeth Badinter parce qu'elle porte le voile? Mais vous remarquez d'ailleurs que déjà le port du voile n'est plus exactement le même. Je vous dis simplement que quand on est une femme dans ces pays-là, on se plie à un certain nombre de lois, y compris parfois pour faire passer des messages. Pour vivre ensemble, il faut la laïcité. Il faut laisser les questions religieuses de côté, c'est des questions individuelles. L'espace public, il doit être protégé de toutes les questions religieuses. Et il n'y a pas une bonne ou une mauvaise laïcité. Il y a la laïcité. C'est une conquête que nous envient aujourd'hui tous les pays. Et je vais vous donner un exemple, puisque vous parlez des femmes. Moi, vous savez, les femmes que j'admire le plus, c'est les combattantes kurdes. Et les combattantes kurdes, elles ne portent pas le voile. Elles se battent pour défendre leur liberté.
Et elles se sont battues contre le voile. Elles ont même imposé aux hommes, à leur côté, justement, des choses. Dernière question. Dernière question. Alors, que doit penser une jeune femme française qui porte le voile et qui regarde sur Internet qu'on peut être voilée et top modèle ailleurs, on peut être voilée et gériboté, et en France, on peut se faire exclure d'un lycée? Qu'est-ce qu'elle doit penser, cette fille-là? Elle doit penser qu'on discute sur ce que c'est que la laïcité, on discute sur ce que c'est que le voile. Moi, je ne suis pas pour des interdits automatiques, je suis pour discuter, pour dialoguer, mais on doit lui faire expliquer que l'espace public en France, pour qu'on puisse vivre ensemble et qu'il n'y ait pas des guerres religieuses, des guerres communautaires, c'est que ce qui est de la religion, c'est pour chacun d'entre nous, individuellement, mais collectivement, on respecte les règles. Et donc tous les signes religieux. Et je voudrais dire que les choses soient claires, c'est pas une religion plus qu'une autre. Tous les signes religieux doivent être sortis de l'espace public. La kippa, la croix et le voile. Le voile ayant une spécificité particulière, c'est qu'en plus, c'est un signe d'oppression pour les femmes. Très bien. Bon, on passe à Absatou. Monsieur Drey, pendant longtemps, le Parti socialiste a cru que la France était un gâteau à se partager entre apparatchiks. Pendant longtemps, les éléphants du Parti socialiste ont fait de la politique un métier plus qu'un engagement citoyen. Vous en avez même parlé tout à l'heure. Ne pensez-vous pas, et c'est ma question, que pour le bien du PS, enfin de ce qu'il en reste, parce que franchement, il n'en reste pas grand-chose, vous devriez, vous, les éléphants, vous effacer au profit d'une nouvelle génération qui serait moins soucieuse des prébendes et des honneurs, qui aurait un véritable idéal de gauche, ce qui ne me semble plus être le cas. Moi, je suis, ma vie politique en a témoigné, celui qui a peut-être un de ceux qui a le plus poussé des nouvelles générations à faire de la politique. Quand vous regardez l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de gens qui vous disent « j'ai commencé la politique parce que j'ai rencontré Julien Drey ou j'ai rencontré le mouvement qui l'animait, etc. » Donc j'admets qu'il doit... En tous les cas, j'ai toujours considéré que mon rôle politique, c'était de transmettre et de permettre à des générations nouvelles d'émerger. Mais je fais attention au jeunisme, parce que le jeunisme est très à la mode en ce moment. Moi, je pense que l'expérience, ça sert aussi. Et je ne suis pas dans un monde qui oppose les jeunes aux vieux. Puis vous savez, on est dans un moment très particulier dans notre histoire de l'humanité. C'est la première fois que 4 générations cohabitent ensemble. Et je pense que le pire, ça serait de commencer à opposer une génération à une autre. Je n'oppose pas. On n'oppose pas. Donc, et je vais finir. Je suis contre le discours, qui, d'un certain point de vue, est un discours macroniste que je connais bien, qui vise à dire, grosso modo, nous les jeunes, on est formidables, vous allez voir ce qu'on va faire, et les vieux, on s'en débarrasse. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je pense, je vais vous donner un exemple. Vous savez quel est l'homme politique qui a fait trembler l'Amérique? Bernie Sanders. Quel âge il avait? Allez-y. Quel âge avait Bernie Sanders? Voilà, attendez, dites-moi, on n'est pas en train de passer un examen, là, non? Mais allez-y, je vous écoute, alors, monsieur. je vous dis, donc vous voyez bien que l'expérience, ça sert. Quelle est l'expérience, quel est l'homme politique qui remonte le Parti travailliste anglais? Ah oui, Corbyn. Quel âge il a? Plus de 70 ans. Et quel est en France celui qui a fait, je le reconnais, ça a été un ami, on est en désaccord, mais qui a fait une campagne extraordinaire et qui a mobilisé la jeunesse? Xavier Dupont de Ligonnès. Non. Et quels sont les animateurs et les chroniqueurs qui ont 69 ans ou plus dans cette émission? Alors vous devez dégager. Hein. Je vous dis une chose, c'est juste pour l'histoire. Votre propos, on les a tenus à l'égard d'un homme. Vous savez comment il s'appelait? François Mitterrand. On lui disait ça quand il a pris la direction du Parti socialiste. 71. 71. 10 ans après, il était président de la République. Et voilà. Julien Goldnadel, votre question à Julien Drey. Moi, je suis à des années-lumière de tout ça, du PS. Moi, je me coltais contre le PS quand il représentait quelque chose. Je ne veux pas tirer sur un corbillard. C'est un exercice un peu trop facile. Ni sur les vieux. Non, moi, je m'adresse au Julien Drey, le contribuable, le citoyen. J'ai lu un truc invraisemblable dans le Canard enchaîné de cette semaine. Ça s'appelle « C'est du propre ». Et on nous raconte assez drôlement que la mairie de Paris, Julien, a claqué 224 580 € l'automne dernier pour réunir quelques Pékins. T'es sûr que c'est vrai? Je connais l'histoire. Alors, pour réunir quelques Pékins, une commission Théodule pour réfléchir sur la propreté de Paris. Alors, il y a eu des gens très intelligents qui ont trouvé que finalement Paris était sale à cause des fêtes et des touristes. Donc la question que je te pose en tant que citoyen, est-ce que tu penses que Dame Hidalgo fait œuvre de salubrité publique lorsqu'elle met le pognon des Parisiens à la poubelle? Il y a un truc quand même qu'il faut préciser, c'est qu'un rapport de 14 pages à 224 580 €, j'ai fait le calcul, ça fait quand même 16 000 € la page.
La question, il ne faut pas me la poser à moi, il faut la poser à la mairie de Paris et à ceux qui ont commandé ce rapport et qui s'expliquent. Moi, je ne peux pas répondre dans la réalité des choses, certainement qu'ils ont des argumentations. La question de la propreté de Paris est un sujet. Ah bah c'est sûr. Est un sujet sérieux qu'il faut traiter, parce que Paris est la capitale du monde, et que c'est vrai qu'en termes de propreté, notamment sur la question des rats, qui existent, je veux dire, et qui est un vrai problème, ça doit être traité. Voilà. Après, sur le rapport en lui-même, je suis honnête, j'en sais rien, quoi. Voilà. Mathieu Mélénian, votre question. Monsieur Julien Drey, il y a de moins en moins de socialistes, d'accord? Vous êtes une espèce en voie de disparition, comme les pandas. Et les Arméniens. Et je voulais savoir... Vous m'avez pas dit au départ que ça allait être ma fête. Non, mais je voulais juste savoir un truc. C'est pas naïf non plus. Non, mais est-ce que vous vous reproduisez... Il y a un peu de tendresse, quand même. Est-ce que vous vous reproduisez en captivité? Voilà, c'est ma question. On vous met ensemble. C'est 7 mercenaires. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure des terriens de Tanguy Pasture. Bonsoir. Alors ce soir, eh bien, nous recevons une espèce en voie d'extinction, un socialiste. Ont déjà disparu le rhinocéros noir, le dauphin de Chine, le charisme de Bruno Le Maire. Il faut protéger Julien Drey. Si un incendie se déclare sur le plateau, il sera évacué en priorité. Alors, monsieur Drey, être socialiste, c'est comme être gay dans un village du Pakistan. C'est pas facile. Après la défaite de Benoît Hamon en avril, honteux, vous avez tout fait pour qu'on ne vous reconnaisse plus avec ce look de dealer de drogue qui, en même temps, pratiquerait l'exhibe au bois de Vincennes. Seul à traîner dans les cafés, vous êtes tombé dans l'enfer de la boisson en tentant de vous saouler au Perrier. Ça prend beaucoup de temps. Vous avez eu l'avis de Baudelaire s'il avait décidé de prendre soin de lui. Vous en avez connu des galères. Il y a 3 ans, vous vous êtes pété le tendon d'Achille. Résultat, fauteuil roulant avec un pote noir à la manœuvre, on aurait dit le remake d'Intouchable. Et un Klebs qui, pendant 4 mois, vous a pissé sur les roues. En 2012, Valérie Trierweiler vous a même foutu à la porte d'une soirée. Et bon, autant un vigile de 2 mètres de haut avec un taser et des potes tchétchènes, ça fait pas peur. Autant Trierweiler, c'était le Predator. Attila avec un brushing Franck Provost. C'est elle qui, le soir de la victoire de Hollande, lui a violé la bouche. Mais avec une langue comme ça, elle peut percer le coffre-fort de la Banque de France et se tailler avec les bifetons. Alors elle vous a viré parce qu'elle vous en voulait d'avoir invité à votre anniversaire DSK dans un resto de la rue Saint-Denis. Enfin, DSK rue Saint-Denis, c'est une soirée thématique. C'est comme d'inviter Alain Juppé à faire une balade au Père-Lachaise. Il est sinistre comme une appendicite mal opérée. Mais vous avez une vie romanesque. Il paraît que le baron noir de la série de Canal, en fait, c'est vous. Sûr. Mais la classe. Avant vous, il y a juste eu Patrick Balkany qui a inspiré le parrain numéro 2, mais c'est tout. Et malgré tout ça, alors que vous êtes le king, vous c'est Harvey Weinstein qui déboulerait dans une soirée pyjama. Vous n'êtes pas candidat à la tête du PS. Mais il est où le problème? Vous n'aimez pas le sport extrême? Alors heureusement, 4 aventuriers ont osé se lancer. Il n'y a pas Koh-Lanta en ce moment. Ils se sont dit, allez, on tente le PS. C'est pareil. Koh-Lanta, on avale des vers. La politique, on avale des couleuvres. Ils sont donc 4 à vouloir relever le PS. On les a vus tout à l'heure. Alors, il y a Stéphane Le Foll, un ancien ministre de Hollande, un de ses plus fidèles soutiens. Donc, ses adversaires lui renvoient toujours ça à la figure. Il faut les comprendre. C'est comme si le neveu d'Émile Louis candidatait en tant que chauffeur dans une société de bus scolaire. Le Foll, c'est l'ami des bêtes. Il tripote des cochons, issus des minorités visibles, se fait chevaucher par des canetons. Alors, d'ailleurs, anecdote, il a ou a eu un chien, un labrador appelé Titoff. Mais vous aussi, Thierry, vous avez eu un Titoff à un moment. Tout le monde en parle. Le vôtre, il n'était pas sous la table. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne le voit plus à la télé. Alors, autre candidat PS, Olivier Faure, le socialiste le plus triste du monde. Je rappelle que sur sa carte de vœux, il posait avec une corde en tirant la tronche. Une messe satanique à côté, c'est la fête de la musique animée par Patrick Sébastien. Mais attendez, l'an dernier, sa carte de vœux, c'était lui en train de se frotter le pelvis à des bouquins. Si Bernard Pivot avait fait ça, moi ça m'aurait amené à la lecture.
Alors toujours avec cet air affable et la corde. Hein. Il est obsédé par les cordes. Quand il pense à la pendaison de Saddam Hussein, c'est le seul à se dire « Putain, mais quelle belle mort !» Alors Olivier Faure, il faut le noter, a le soutien de Martine Aubry. Hein. C'est raccord niveau ambiance. Hein. C'est moins la famille socialiste que la famille Adams. Alors, il y a aussi Emmanuel Morel. Emmanuel Morel qui est de l'aile gauche du PS, hein, ce qui explique qu'à chaque fois qu'il s'est retrouvé à côté de Manuel Valls, les deux n'avaient rien à se dire. Hein, ils pouvaient rester comme ça pendant 30 jours sans ouvrir la bouche. À la fin, il fallait les alimenter par sonde gastrique. C'est comme si dans un dîner, vous installiez côte à côte Hubert Reeves et Amel Bent. Hein, ils ont autant en commun que Golnadel et le bolchevisme. Alors Morel, c'est le type qui a l'air sympa, mais foutraque. Hein. Si dans sa tête, c'est aussi rangé que son bureau, ce monsieur, c'est Sami Nasseri sous ecstasy. Hein, même s'il veut caser l'urne contenant les cendres du Parti socialiste sur la cheminée, regardez, il n'y a plus de place. Alors aujourd'hui, il est proche des Insoumis. Hein, donc s'il est élu, eh bien, tous les socialistes vont basculer France Insoumise. Ah ouais. Hein, on rigole, mais 20 personnes de plus, c'est pas rien. Et enfin, quatrième candidat aux soins palliatifs, on a Luc Carvounas, un ancien proche de Valls hein, qui regrette d'avoir soutenu la déchéance de nationalité. C'était pourtant une bonne idée. Hein, quand les Français perdent au premier tour à Roland-Garros, on peut dire « bah moi je m'en fous ». Alors Carvounas dit aussi s'être éloigné de Valls. Hein. Alors Valls, ça y est, hein, lui c'est le pestiféré, alors plus personne ne se réclame de lui. Hein. De moins aimé, il y a juste les mycoses à la piscine municipale. Sinon, Carvounas aime les couleurs. Hein. C'est Van Gogh avec 2 oreilles. Il se dit de la gauche arc-en-ciel avec un socle rose, rouge, vert. C'est chargé. Hein. Vous faites la même chose en déco, vous êtes Valérie Damido. Oui, enfin, il a le sens du groove. Et ça, c'est important. Au printemps dernier, il a été filmé faisant de la danse africaine. Et c'est le seul blanc à bouger comme ça. Ah, bah, c'est autre chose que Jean Jaurès et Léon Blum. Hein. Ces mecs coincés, un foutu de remuer leur boule. Moi, la seule fois où j'ai fait un truc comme ça, c'était à la plage parce que j'avais des puces de mer qui s'étaient glissées dans mon slip. Vous avez raison, hein, monsieur Drey, de ne pas vous être lancé parce que vous, une randonnée sur un GR, vous terminez en fauteuil, mais vous n'aviez aucune chance face à Carvounas, le Travolta du PS. C'est mon homme politique préféré, parce qu'au moins, quand il danse, il parle pas. Hein, c'est aussi pour ça qu'on regarde Danse avec les stars. Bah, quand il était en pleine samba, c'est quand même le seul moment où Julien Lepers a fermé sa gueule. Et moi aussi, il est temps que je me taise. Alors à tout à l'heure pour le retour, et je pars à la Carvounas en dansant. Bravo et merci à Tanguy Passero. On le retrouve tout à l'heure pour le retour des terriens de Tanguy Passero. Et maintenant, on passe en zone libre. C'est la France qui se lève tôt, c'est Raquel Garrido. Alors, souvenez-vous de Christophe Lamarre, ce médecin du Nord, nous avait tellement émus sur le plateau de Salut les Terriens par la pauvreté de ses patients et la richesse de son âme. Raquel, vous l'avez retrouvé, on regarde. Là, vous vous installez au centre-ville, à Roubaix, ouais. Et vous trouvez des gens pour qui même le hard discount est trop cher. Vous dites, si les services publics disparaissent de ces quartiers, c'est l'émeute. C'est terrible, c'est terrible. Là, le gouvernement n'a pas intérêt à s'amuser à ça parce que les gens sont sur le fil. Hein. Et moi, j'ai l'impression que le service public saupoudre en fonction de ce fil à ne pas casser. S'il voit que ça se tend un petit peu, il va ressaupoudrer un petit peu plus. S'il voit que ça relâche, il attend. Et on joue avec cette limite, en fait. Et ça, c'est très malsain. Vous dites, quand on soigne les gens, on oublie la fatigue. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est remarquable. Ouais. Après son témoignage bouleversant et remarquable sur la situation de l'accès aux soins pour les Roubaisiens, j'ai voulu revoir le docteur Christophe Lamarre, mais cette fois à Roubaix, chez lui, à son cabinet. Mon cabinet est ouvert à toutes les heures. Pour toi, ma chérie, viens voir le docteur. Bonjour Raquel. Bonjour docteur. Bien oui, très bien. Suivez-moi. Messieurs, dames, bonjour, voilà. Pardon. Docteur, depuis votre témoignage, qu'est-ce qui a changé pour vous et pour vos patients? Pour moi, pas grand-chose.
Et par contre, pour les patients, ce qui a changé, c'est que leurs conditions de vie, de logement, d'alimentation, d'accès aux soins, en fait, tout s'est dégradé lentement. Le nombre de médecins de famille a diminué de manière très très significative. L'état de santé de la population précaire, forcément, s'aggrave. Et ça fait combien de temps que tu es tombé? 3 jours. 3 jours. Bonjour Cathy, allez-y, rentrez. D'habitude, on se fait la bise, hein, mais bon, là, on est impressionné. Hein. Surtout qu'on n'est pas seul. Vous vivez avec combien? Je varie entre 800 et 900 euros. À 4, hein. Oui. Et vous êtes 4. Vous réglez, Christophe, directement ou vous êtes pris en charge par... Non, j'ai la CMU. Vous êtes pris en charge à 100%? Ouais. Et donc, si vous n'aviez pas la CMU, vous n'auriez pas autant accès aux soins? Non, ça reviendrait trop cher pour pouvoir faire les examens. Nous, des fois, on a des trucs hallucinants. On a quelqu'un qui bosse, qui vient nous voir avec la carte vitale de son voisin ou de son frère, qui a la CMU, parce que lui, il a pas d'argent pour nous payer. Donc, ceux qui sont le plus dans la difficulté, ce sont les travailleurs pauvres, les travailleurs les moins bien payés, ceux qui sont au SMIC, par exemple. C'est ceux qui n'ont pas le fruit de leur travail et qui finissent pas le mois et qui n'ont aucune aide. On va travailler, c'est bien, mais par derrière, vous perdez tout. Vous perdez la CMU, vous perdez la CAF, vous perdez tout. Ils n'encouragent pas les gens à travailler. Même avec le stress de la situation, ta tension est bonne. On fait beaucoup de consultations en étant payé uniquement de la part obligatoire de la sécurité sociale. C'est-à-dire on fait une consultation à 18 €, quoi, au lieu de 25. Et ils doivent nous donner 7,50 € sur les 25. Mais en fin de mois, 7,50 €, c'est beaucoup d'argent. Bien sûr. Cathy, elle peut le dire. S'ils sont 2 malades, 15 €, pour vous à Paris, ça représente peut-être pas grand-chose, mais 15 € ici, c'est beaucoup de fric en fin de mois. Bon, la prochaine, alors... Tu fais ta prise de sang et tu viens me la montrer, Marie-Jeanne. Le docteur Lamar, s'il part, ils vont en faire des malheureux. Surtout qu'on n'a plus de médecin, il n'y a plus rien. Il nous guérit physiquement et moralement. Voilà. Donc là, vous avez vu le centre-ville, oui. Le nouveau cabinet. Mais je vais vous emmener dans le quartier dans lequel je me suis installé, où j'ai travaillé 18 ans, et d'où viennent tous les patients qui sont suivis ici, enfin une grande partie, même s'il y a eu un petit mélange. On peut dire que c'est peut-être le quartier le plus pauvre de la ville de Roubaix. A working class hero is something to be. Alors là, nous y voilà, dans le quartier de Lomelay, où je me suis installé en 94. Et on a été victime de notre succès parce que le truc, c'était devenu un dispensaire, une machine infernale, ça s'arrêtait jamais, ça marchait jour et nuit. On était un pôle rassurant pour tout un quartier. Il y a quand même 10 000 habitants, quoi, ici. Il y a 10 000 habitants et là, il n'y a plus de médecins. Quel est le pourcentage de chômage déjà sur Roubaix, globalement? Alors, sur Roubaix, il y a plus de 50% de gens qui sont au chômage. Et voilà. Sur un quartier comme ça? Sur un quartier comme ça, on est à plus de 80%. Et les commerces n'existent plus. Il n'y a plus de vie, en fait. Vous pensez qu'on va où comme ça? Ça tient jusqu'à quel moment? Si un jour ils ont faim ou qu'ils ne peuvent pas se soigner leurs enfants, qu'il y a des enfants à qui il arrive des gros pépins, voire qui meurent par absence de soins, et que les gens ont faim, là, la mèche est allumée et ça pète immédiatement. C'est-à-dire que pour l'instant... C'est les estomacs qui maintiennent la paix sociale, en fait. Les estomacs. Voilà. Et c'est pas seulement à Roubaix. Julien, toi et moi, on a milité ensemble à la gauche socialiste. C'était à l'époque, rappelle-toi, la gauche du PS. On critiquait la majorité du PS. On a critiqué même des gouvernements PS en se disant ça va pas ce qu'ils font. Et à partir de 2002, quand Le Pen est passé au deuxième tour, tu as décidé que tu voulais plus être dans l'opposition de gauche, que tu voulais être tout le temps à la majorité. Et à partir de là, pendant 15 ans, tu as soutenu systématiquement la direction du Parti socialiste, qu'elle soit au pouvoir ou qu'elle soit pas au pouvoir. Et donc là, je te pose une question. Quand tu vois ça aujourd'hui, voilà, je me dis,
Comment vous avez fait? Parce que là, je te prends pour responsable. Je sais que tu vas me dire, c'est pas moi, j'étais pas Premier ministre, j'étais pas président. Et comment vous avez fait pour abandonner littéralement ces gens qui sont ceux précisément qui, historiquement, ont l'espoir que le Parti socialiste doit les défendre? C'est la classe ouvrière. Et là, ça fait 3 générations qui sont à l'abandon total. Alors, je ne veux pas dire que tout ça n'interpelle pas. Je ferai juste remarquer quand même qu'un des éléments de la discussion, c'est qu'il y a la CMU. Et la CMU, c'est quand même un gouvernement de gauche qui l'a faite. Ça permet déjà d'apporter un début de réponse. Alors après, il y a des territoires abandonnés de la République. Oui, il y a des territoires où on a échoué. Il y a des ghettos qui sont formés. Il y a une misère sociale qui s'est installée. Et c'est ça qui fait qu'il y a une difficulté aujourd'hui réelle pour le Parti socialiste, pour la gauche, dans son existence politique. C'est des défis énormes. Mais attention, dans les défis énormes qui nous sont posés, le problème, c'est pas de ne pas aussi reconnaître une réalité, c'est-à-dire des mutations très importantes sur le plan industriel que peut-être on n'a pas fait au moment où il fallait, et des systèmes de formation et de redéploiement pour les gens qui étaient en cause qu'on n'a pas assez mis en place. Donc dans ces territoires, il y a des mutations qui n'ont pas été faites à temps, il y a des solutions qui n'ont pas été apportées à temps, et peut-être que le tort qu'on a eu aussi, c'était de croire qu'on pouvait sauver ces activités alors qu'il fallait anticiper les mutations. Alors après, oui, la misère, elle existe. La misère n'existe pas en France, elle existe à l'échelle de la planète. Elle est terrible dans un certain nombre de territoires. Elle nous interpelle, elle nous remet en cause, mais elle nous oblige aussi à réfléchir à nouveau, autrement. Vous parlez beaucoup de ce mot « gauche ». Je pense que pour Cathy, la maman qu'on a vue dans le reportage, qui est celle qui vit au RSA, je pense que ce mot n'a aucune espèce de signification. C'est-à-dire que Cathy, elle gagne 900 € par mois, et quand sa fille de 17 ans a obtenu un stage en apprentissage rémunéré de 200 € par mois, eh bien, du coup, ses allocations RSA ont été baissées. Donc pour elle, la gauche, c'est les gens qui ont mis en place ce système. Elle, pour elle, la gauche, c'est les gens qui, quand elle va à la CAF demander de l'aide, on lui dit « Mais madame, vous devriez faire un 4e enfant, ça rapporte ». C'est ça pour elle, la gauche. L'idée que la gauche, c'est un synonyme de justice, d'égalité, de partage, c'est dans la tête de quelques personnes à Paris, à Solferino. Dans la masse des cœurs de ce pays, la réalité, c'est que la gauche, comme la droite, à la même enseigne, sont ceux qui ont fabriqué ce monde où quand on est au SMIC et qu'on doit payer la santé complémentaire à 200 € par mois, il ne nous reste plus que 900 € par mois pour vivre alors qu'on est en travailleur. Voilà, c'est ça la réalité de la gauche et de la droite. Et donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête avec cette facilité de dire j'ai raison parce que je suis de gauche ou j'ai raison parce que je suis de droite et qu'on commence à parler vraiment de ce qu'on va faire pour ces gens. Les raquettes du samedi, du bleu sur les paupières, tourne aussi. Ah, j'adore. Alors, Julien Drey, l'antiracisme a-t-il mal tourné? Ça, c'est ma fête ce soir. Hein. Mes réponses après la pub. Dans la deuxième partie, l'intérieur du dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. À tout de suite. Bonsoir, l'intérieur du dimanche. Nous sommes de retour dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion, toujours en compagnie des 7 mercenaires, Natacha Polony, Raquel Garrido, Absa Toussi, Monia Cachemire, François-Olivier Gisbert, Gilles-William Golnader, Mathieu Mélénian, et ce soir, face aux 7 mercenaires, Julien Drey. Et maintenant, on poursuit en zone libre, avec la zone libre de notre invité fil rouge, Julien Drey. À l'heure où le président Erdogan fait du peuple kurde sa tête de turc, Julien Drey se mobilise pour ce peuple oublié. On regarde. Les Kurdes, c'est un peuple de 40 millions de personnes qui n'a pas de pays. Ils sont donc condamnés à vivre dans 4 pays différents. La Turquie, l'Iran, la Syrie et l'Irak. Et dans chacun de ces pays, la minorité kurde est en conflit avec le pouvoir central pour conquérir son indépendance. Si les Kurdes reviennent à la une de l'actualité, c'est que leurs soldats, les Peshmerga, ont largement contribué à la victoire contre Daesh. En Irak, ils étaient en première ligne lors de la bataille pour libérer Mossoul. En Syrie, ils étaient aussi en première ligne lors de la reconquête de Raqqa.
L'an dernier, François Hollande leur avait donc rendu hommage. Les Peshmerga ont joué un rôle très important dans la première phase de l'offensive de reconquête de Mossoul. Rien n'aurait été possible si les Peshmerga n'avaient pas préparé le terrain. Un an plus tard, les choses ont bien changé. Maintenant que Daesh est vaincu, les Occidentaux n'ont plus besoin des Kurdes, alors ils les abandonnent. La preuve, ces dernières semaines, les Kurdes de Syrie ont été bombardés par l'armée turque. Et pourtant, la France s'est bien gardée de condamner officiellement la Turquie. Faut dire que Macron n'hésite pas à mettre de côté les droits de l'homme pour ne pas se fâcher avec les dictateurs. La preuve, il a reçu Poutine en France, mais aussi le président égyptien Al-Sisi ou encore le président turc Erdogan. Ça se comprend, puisque la France a besoin de la Turquie à la fois pour contenir l'afflux des migrants, mais aussi pour lutter contre le retour des djihadistes français. Cela dit, on comprend aussi que les Kurdes se sentent bien trahis. Voilà, merci à Stéphane Blakowski, Julien Drey. C'est votre jeune livre. Évidemment, les Kurdes, c'est un peu les harkis du monde moderne, non? Dans la région, c'est souvent les harkis du monde moderne. Nous sommes dans un moment très particulier parce que les Kurdes syriens ont été à la pointe du combat contre Daesh. C'est eux qui ont fait la bataille. On leur a donné des armes, on les a aidés, mais c'est d'abord eux qui ont fait la bataille et ils ont mis à genoux ce mouvement terroriste. Et ils ont payé très cher ces batailles-là. C'est des dizaines et des dizaines de combattantes, parce que les femmes se battaient, et de combattants qui sont morts dans des batailles très importantes, notamment celle de Kobané. Et puis, le gouvernement turc, le gouvernement d'Erdogan, qui a d'ailleurs pas du tout participé à cette bataille. Qui a pactisé avec Daesh en vendant du pétrole. Bien souvent, il a laissé faire. Il laissait passer les convois de pétrole. Il participe même au trafic sur le pétrole. Il laissait passer des armes. Bien maintenant, a décidé d'éradiquer. Et nous avons en ce moment une bataille très importante qui se mène dans le canton d'Afrin, où l'aviation turque, l'aviation du gouvernement d'Erdogan, pour être précis, qui sont souvent des mercenaires, bombarde. Et les combattants kurdes ne demandent pas grand-chose. Ils demandent simplement qu'on leur donne les armes pour se protéger, pour avoir une défense anti-aérienne. S'ils perdent le canton d'Afrin, à ce moment-là, toute la bataille territoriale qui a été menée sera perdue. Et là, c'est vrai qu'on a un moment particulier. Les Russes se sont retirés du canton d'Afrin en disant aux Kurdes « abandonnez ça ». Ils ont dit non, parce que si on abandonne ça, après, ils vont se servir du canton d'Afrin pour passer au canton de Kobané, etc. Les Américains savent plus où ils sont, et les Français, pour l'instant, disent aux Kurdes « oui, vous avez raison », ils ne donnent pas les armes. Et donc, je demande vraiment au gouvernement français, mais je sais que le gouvernement français est hésitant. Et donc, il faut qu'il y ait une mobilisation de l'opinion. Il faut que tous ceux qui sont contents de la victoire contre Daesh aident aujourd'hui les Kurdes. Et chacun, à notre niveau, nous pouvons jouer un rôle sur Internet, autour de nos élus, pour qu'il se passe quelque chose. Les heures qui viennent vont être des heures décisives. Ils ont réussi à contenir jusqu'à maintenant, depuis 3 semaines, la bataille aérienne. Mais ils perdent beaucoup de vies humaines, et de combattants et de combattantes. Alors, cette histoire-là, c'est quelque chose qui me fascine, et merci Julien Drey d'avoir parlé comme ça, parce qu'on a l'impression que tout le monde s'en fout. Oui. La classe politique, tout le monde s'en fout. C'est un génocide, parce qu'on va pas employer des mots compliqués. C'est Erdogan est une sorte d'ubu roi, mégalomane, qui a décidé d'en finir avec les Kurdes. Plus de Kurdes, en tout cas en Syrie, parce qu'il risque d'influencer les Kurdes turcs, qui sont très nombreux. En Turquie, il a très peur d'un Kurdistan. Donc il faut liquider tout ça. Et il a décidé ça déjà avec l'accord d'Obama à un moment donné. Maintenant, c'est plus compliqué, parce que Trump, par-dessous, a essayé d'organiser un truc avec des gardes-frontières. Mais derrière, personne n'élève la voix. Tout le monde va aux abris. Et ça, je trouve que c'est un moment historique, comme tu l'as très bien dit. C'est un moment historique où il y a très peu de monde au rendez-vous. Très peu de politique, je suis désolé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les Kurdes? Je vais ajouter une chose. Ce qui motive aussi l'indifférence des gouvernements locaux, c'est l'expérience sociale qui est tentée dans ces zones. Parce que, par exemple, sur la parité, ils ont mis tout en termes de coprésidence. Toutes les villes, toutes les communes sont coprésidées par un homme et une femme. Les Kurdes. Les Kurdes. Ah oui, l'armée est dirigée par un commandement qui est paritaire. Pourquoi? Parce que les femmes qui combattaient ont dit pourquoi nous, on combattrait et on ne dirigerait pas. Et d'ailleurs, les femmes kurdes, les combattantes kurdes, ont toutes une grenade sur elles, parce qu'elles ne veulent pas se rendre.
Parce qu'elles savent que si elles se rendent, elles vont être violées, elles vont être traitées en esclaves sexuels. Donc elles ont décidé, collectivement, après délibération, d'avoir une grenade et de se suicider. Et plusieurs combattantes se sont suicidées pour ne pas se rendre. Donc ça, c'est sur le plan politique. Et sur le plan social, c'est remarquable ce qui est en train de se faire en termes de redistribution des richesses et d'éducation. Ils construisent dans tous les territoires libérés des écoles. La priorité pour eux, c'est l'éducation. Et je vais vous faire une vanne. Combien coûte le prix d'un litre d'essence dans les territoires kurdes? 30 centimes. 6 centimes. Parce qu'ils redistribuent. Tu m'as demandé ce qu'on peut faire. Eh bien, il faut qu'il y ait une mobilisation citoyenne internationale. Il faut manifester, voilà, aussi. Il faut manifester. Il va y avoir. Allez voir les peux... manifestations de Kurdes, la force d'âme, le courage. Ces gens-là, ils n'ont peur de rien. Ils ont tout reçu sur la gueule. Ils continuent. Moi, ce qui me frappe là, c'est l'indifférence. Donc, je vous dis à tous, manifestez. On aurait dû faire ça avec les Arméniens. Et maintenant, on poursuit en zone libre. C'est la France qui se fâche. C'est Gilles William Goldnadel. Alors, lundi dernier, Europe 1 a dévoilé une vidéo qui montre les conditions de l'interpellation du jeune Théo, arrêté l'année dernière à Aulnay-sous-Bois. Gilles William, elle révèle quoi, cette vidéo? Elle montrait une arrestation, une tentative d'arrestation avec un commencement de rébellion. C'est pris par la vidéosurveillance et la police l'a conservé pendant 1 an et on voit quelqu'un qui résiste à une arrestation. Ouais. C'est tout. Rien de plus. Ouais. Non, on voit un contrôle d'identité qui se passe derrière un mur. On ne voit pas le début du contrôle d'identité. On voit effectivement qu'à un moment, ça dégénère. On ne sait pas vraiment pourquoi. Oui. On voit qu'effectivement, il continue effectivement de se rebeller. De refuser d'être arrêté, voilà. effectivement. Voilà. Et on voit à un moment la matraque qui part, effectivement. Ah bon, on peut la... Ah oui, non, mais je l'ai vu, je l'ai regardé sur les réseaux sociaux. On voit la matraque qui part. Elle part où? Qui part en direction du jeune homme. Non, mais d'accord, mais ça m'intéresse ce que tu dis, Absato. Ouais. Est-ce qu'on voit un policier introduire volontairement une matraque dans l'anus de Théo? Est-ce qu'on voit ça? On voit pas. Est-ce qu'on voit ça, Absato? Non, on voit pas. Attends, je précise. Je prends ni la défense de Théo ni les forces de l'ordre. Je trouve que les forces de l'ordre sont bien malmenées dans ce pays. Voilà. Ça, c'est ma position. Je trouve aussi que certains jeunes subissent des contrôles inopinés comme ça, un peu répétitifs. Je pourrais y aller, parce que là, Mais c'est quoi l'affaire Théo? C'est l'histoire de quelqu'un qui prétend avoir été violé volontairement par un policier français par l'introduction volontaire dans son anus d'une matraque. On ne voit strictement rien, il n'y a aucune preuve là-dessus. Et à partir de cela, et avec l'acceptation enthousiaste des prétendues organisations antiracistes en France, il y a eu un déferlement total. On va regarder les réactions. On va regarder ça. On regarde. 4 policiers ont été placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés de viol en Réunion. Les faits se seraient déroulés jeudi lors d'un contrôle dans la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Il a subi des actes de viol et des actes de barbarie. Il y en a qui méritent la punition, pourquoi pas? Mais c'est pas de cette façon. Ça, c'est de la barbarie, c'est de l'humiliation, vraiment, c'est dégradant. Vous faites ça à un jeune, ça peut que exploser. Qu'est-ce qu'on cherche, à déclencher une étincelle? Il n'y a pas assez de poudre comme ça dans ce quartier-là? Alors, donc l'antiracisme a-t-il mal tourné? Donc c'est la question qui occupe notre débat contre la montre cette semaine entre Julien Drey et Gilles William Goldnadel. Attention, c'est chronométré, vous avez 5 minutes. Bon, alors, premièrement, sur les faits eux-mêmes, il y a eu des violences
constaté médicalement, puisque l'individu en question a été hospitalisé et qu'il ne pouvait plus, excusez-moi l'expression, déféquer. Il a fallu trouver une dérive. Donc il y a une violence qui s'est produite à un moment donné. Donc il y a une enquête judiciaire qui doit avoir lieu pour comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Alors est-ce que c'est dans l'arrestation elle-même ou est-ce que c'est après? En tous les cas, des choses se sont passées. Et on ne peut pas contester ces faits. Et c'est pour ça qu'il y a eu une indignation par rapport à la réalité de ces faits. Tu ne peux pas les contester d'un point de vue... Alors après, qu'il y a eu des utilisations à un moment donné, qu'il y a eu des surenchères, qu'il y a eu des rapidités, etc., certainement, tu as raison. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est pour ça que moi, tu as remarqué qu'à chaque fois qu'il y a des bavures policières, comme on dit, entre guillemets, je ne me précipite pas à la télévision pour dénoncer. Je pense toujours, et je l'ai d'ailleurs dit à une association qui m'est chère, qui était SOS Racisme, et quand on a fondé SOS, j'avais mis ça comme règle. D'abord, on vérifie. Mais ton bébé est devenu un monstre. Mon bébé est devenu un monstre. Non, mon bébé n'est pas devenu un monstre, parce qu'en l'occurrence, dans cette affaire-là, tu as remarqué qu'il n'y avait pas les banderoles de l'association qui m'est chère. Il n'y aurait pas eu d'affaire Théo sans l'accusation gravissime et exceptionnelle d'un viol volontaire. Voilà. Sans cela, il n'y aurait pas eu cette affaire planétaire. Et je dis, Julien, que cette affaire, elle est tristement emblématique d'un emballement total sur 20 années de la belle idée d'antiracisme qui est devenue une sorte de racisme anti-occidental. Il n'empêche qu'on fait avant tout le procès de la police française et vous ne m'empêcherez pas de constater que le président de la République de l'époque, il n'est pas allé au chevet des flics qui ont été brûlés, il est allé au chevet d'un accusateur dont les preuves ne sont pas établies. Tout le reste, c'est de la littérature. Et moi, je suis extrêmement sévère avec la tournure de l'antiracisme d'aujourd'hui. L'antiracisme d'aujourd'hui est un véritable racisme. Parce que l'antiracisme d'aujourd'hui, qui n'est pas un vrai antiracisme, a laissé à penser qu'une partie de la population française, les franchouillards, étaient des racistes. Et a réussi même à persuader une partie de la population immigrée que les Français étaient des racistes. Il se trouve que je connais un peu la situation. Moi, j'ai dit au président de la République qu'il avait eu tort de ne pas aller auprès des policiers. Tu as eu raison. Il y a eu un Ils se sentent très blessés, les policiers. Mais je pense qu'il a eu tort, je le dis. Parce que je pensais... François Hollande, donc. Hein. Oui, je lui ai dit à l'époque, je lui ai dit, t'aurais dû, excusez-moi, je le tutoie parce que je le connais, je lui ai dit que t'aurais dû, parce que sinon il va y avoir une mauvaise interprétation, on va dire que tu t'occupes que des uns et pas des autres, et je pense qu'il faut faire attention. Les policiers en France, la majorité des policiers ne sont pas racistes, ne sont pas antisémites, et subissent aujourd'hui des situations très difficiles, et il faut les défendre. Et il faut améliorer leurs conditions de travail. Alors, bon, voilà, donc ça a été une bataille, mais je vais être honnête avec toi, tu vois, je vais aller encore plus loin. Il y a eu, pendant tout un temps, un certain angélisme de la gauche sur ces questions-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que je m'étais battu pour dire que les victimes, en général, c'était aussi des pauvres, les victimes de ces violences, et qu'il fallait faire attention. Je pense que sur ces questions-là, on a beaucoup progressé et que la gauche fait maintenant très attention de ne pas tomber dans l'angélisme. Alors, dans l'affaire en question, moi, je pense aussi qu'il y a un emballement médiatique. Et un des problèmes qui est posé aussi, c'est la manière dont un certain emballement médiatique se met en place sans qu'on prenne le temps de vérifier et de donner la parole. Et donc, il y a effectivement à ce moment-là un emballement médiatique qui pressionne sur les politiques, parce que, évidemment, on leur dit alors là, etc. et tout. Bon, voilà. Mais je veux dire, l'emballement médiatique, il repose sur deux ingrédients sur lesquels on joue, qui s'appellent le sexe, l'accusation de viol, et le racisme. Quelques jours après, 3 jours après cette affaire, il y avait un grand placard de pétitionnaires dans Libération, notamment des rappeurs, qui expliquaient doctement que les policiers français qui commettaient des actes racistes, comme ceux d'Aulnay-sous-Bois, étaient tous membres du Front National. On était dans un délire hystérique. Excuse-moi, c'est pas les organisations antiracistes, c'est des rappeurs. Tu sais comme moi que dans le... Mais d'accord, mais attention aux amalgames. Encore une fois, j'essaye de faire depuis le début de cette soirée, j'essaye d'éviter les amalgames et la rapidité de la pensée, la pensée jetable. Je ne veux pas faire d'amalgame. Il y a eu un comité commun, Julien, de SOS Racisme, du MRAP, du CRAN et des autres organisations sur lesquelles on affirmait sans la moindre prudence que l'affaire d'Aulnay-sous-Bois était une affaire de racisme policier. Ça existe, je ne l'ai pas inventé. Enfin, 3 sur le gars, ils n'ont pas besoin de la matraque. Musique, Et maintenant, on poursuit en zone libre. C'est la France citoyenne par Natacha Polony. Alors en France, il y a plus de ronds-points que de communes.
Un rond-point peut coûter des millions d'euros. Et Natacha Polony, vous êtes demandé ce qui ne tournait pas rond. Oui, c'est exactement le sujet dont on parlait dans la première partie de cette émission. Ouais. On se demandait où était l'argent dans ce pays, parce qu'il y en a de l'argent. Même si, évidemment, il y a de la pauvreté. Justement, il y a de la pauvreté. Et à côté de ça, où passe le pognon? Bien sûr, Franz disait, on a les plus fortes dépenses publiques en Europe. À chaque fois, la question, c'est, mais si on supprime des fonctionnaires, combien de médecins, combien de professeurs, etc. L'État a supprimé des postes de fonctionnaires. En revanche, si on regarde un petit peu les collectivités territoriales, là, voilà, elles ont râlé parce qu'il y avait une baisse des dotations, elles ont expliqué qu'elles étaient à l'os. Alors on va essayer de regarder un tout petit peu, parce qu'il y a un exemple significatif qui nous raconte ce que c'est que la gestion des collectivités territoriales, c'est cette fameuse histoire de rond-point. Nous sommes donc champions du monde des ronds-points en France. Les dodanes aussi, les dodanes. Voilà, mais ça va avec. Entre 40 000 et 50 000 ronds-points en France, c'est 6 fois plus qu'en Allemagne. Alors peut-être que les conducteurs allemands sont quand même beaucoup plus raisonnables, ça doit être ça. Sauf que du coup, la sécurité routière avait bon dos, on en a vu fleurir absolument partout. Alors, simplement, un rond-point, vous vous imaginez, on fait un rond, de la pelouse autour, pas du tout. Parce qu'il faut quand même visiter les ronds-points de France, ça se visite. Et là, on va vous en montrer quelques-uns, c'est absolument splendide, vous allez pouvoir vous esbaudir. Voilà, il y a des clous, ça c'est dans l'Eure. Il y a des escargots bretons, regardez comme c'est beau, c'est de l'art. Il y a le ramasseur de galets, en Seine-Maritime. Il y a la Dame de la Mer. Celui-là est pas mal. Ça, j'ai pas compris. Les cabanes jaunes de chantier, j'ai pas compris. Il y a la soucoupe volante. Le maire du Bled dit que c'est parce que même les extraterrestres pouvaient venir tellement c'est beau. Il y a la Tour Eiffel, c'est dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a la chaise. Là, c'est des voitures sur la main. C'est beau aussi. Voilà. Et puis, vous avez donc, dans une région ostréicole, les huîtres. Vous allez me dire que c'est pas tellement plus moche que le chef-d'œuvre que Jeff Koons veut offrir à la mairie de Paris avec les tulipes. D'accord, c'est une question de goût. Mais tout de même, la question n'est pas seulement l'esthétique, parce qu'en effet, il y en a qui sont assez improbables. La question, c'est qui a payé et combien. Parce que, évidemment, tout ça, c'est aux frais du contribuable. Alors, regardez les prix et vous allez beaucoup moins rigoler. La chaise géante, par exemple, 56 000 €. Voilà. Les clous, c'est 65 000 €. Et puis le ramasseur de galets, alors lui, il est à 74 600 €. Il n'y a pas un peu de magouille là-dedans, non? C'est un petit peu la question. C'est-à-dire que justement, les contribuables associés ont lancé le concours du pire rond-point de France. On a gagné. Et donc, on est allé les voir et ils parlent. Ils parlent de ton rond-point. Écoutez-les. L'association Contribuables Associés a lancé le concours du pire rond-point de France parce qu'on avait envie de mettre le projecteur sur des dépenses parfois délirantes. Celui qui est arrivé en tête du classement, c'est celui de Pontarlier, qui est le masque d'André Malraux. Alors, c'est pas le plus onéreux parce qu'il a coûté 15 000 €. Je parle juste de l'aménagement, je parle pas de la construction du rond-point. Mais c'est celui qui choque le plus d'internautes. Et puis le deuxième rond-point qui arrive en tête du classement, lui par contre est très onéreux. Il a coûté 300 000 € aux contribuables perpignanais. 300 000 € juste pour l'aménagement. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris ce que c'était, c'est un cadran solaire. Et que si l'on n'a pas d'hélicoptère, on ne peut pas savoir que c'est un cadran solaire. Donc c'est très intéressant parce que ça illustre totalement l'inutilité de la dépense publique et on peut appeler ça un véritable gaspillage d'argent public payé avec l'argent de nos impôts et ça n'est plus acceptable aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres ronds-points qui peuvent vous sembler aberrants? Alors il y a un rond-point qui nous choque en particulier, c'est celui de Béragne, qui est un rond-point qui a coûté 3 millions d'euros au contribuable local et qui ne dessert rien du tout puisque initialement il était prévu pour desservir une zone d'activité commerciale qui n'a pas vu le jour. Donc c'est un rond-point totalement inutile qui a coûté 3 millions d'euros. On peut dire que le rond-point est devenu un business parce que lorsque l'on va se balader dans les couloirs du Salon des maires de France, on s'est rendu compte qu'un certain nombre d'entreprises spécialisées maintenant en aménagement de ronds-points venaient proposer leurs services clés en main aux élus des collectivités pour dire « Regardez, nous on peut vous construire ça, 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 ça ». Et évidemment, mais il y a la tentation probablement quand on est un élu local d'avoir un joli rond-point parce qu'on a l'impression d'avoir fait quelque chose. Est-ce qu'on a évalué le prix global de tous ces ronds-points en France? Il y a des chiffres officieux qui circulent et on dit que ça a coûté à peu près 20 milliards d'euros. Les élus ne peuvent pas continuer à dépenser notre argent. Moi, je les entends en ce moment dire « il n'y a plus d'argent dans les caisses ». Bien sûr qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, voilà où il est passé. Perpignan. Alors,
Au départ, moi, ça me fait marrer ce sujet. Quand je vais jouer à Perpignan, je me fous de la gueule de ce truc-là. Mais c'est vrai que c'est impossible de regarder l'heure. Si jamais tu veux voir l'heure, bah, tu te tues, en fait. Il faut dire aussi que c'est un moyen pour les dirigeants de ces régions ou de laisser leur empreinte. Moi, je pense en vérité que c'est une façon pour les hommes politiques de récupérer du pognon. Évidemment. Beaucoup de gens le disent. C'est-à-dire que Quoi? l'idée, en effet... Qu'est-ce que t'as, Julien? Mais qu'est-ce Vous dites n'importe quoi, tous. Pardon. Parce qu'il y a deux choses différentes. Vas-y. Il y a deux choses différentes. Il y a ce qu'on appelle le 1% culturel, qui fait que quand vous faites une dépense de construction, vous devez consacrer 1% de cette dépense à la culture. C'est ça qui permet de soutenir la création artistique. Alors après, on peut trouver qu'il y a des choses qui sont belles, des choses qui ne sont pas belles. Ça, c'est la liberté. Mais on est les seuls pays au monde à faire cela. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une construction, on oblige ceux qui font faire la construction à avoir une dépense culturelle. Donc, dans les prix que vous avez donnés, tous les prix que vous avez donnés sur les décorations, c'est le 1% culturel de la construction. Et ça, c'est une bonne chose. Après, il y a un autre débat. Est-ce qu'il y a trop de ronds-points en France? Et est-ce qu'à un moment donné, la logique de la sécurité routière n'a pas amené je veux dire, à créer des ronds-points qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'objectif, etc. Mais vous avez plein... Non, mais je veux dire, vous pouvez pas... Moi, ce que je déteste, c'est de venir expliquer que c'est la sécurité routière. Vous savez très bien que ce n'est pas seulement ça, qu'il y a un excès, et que cet excès est peut-être dû, en effet, on le disait d'abord, à l'ego absolument idiot de certains élus locaux qui n'ont aucune conscience de ce que c'est que l'argent du contribuable, et qui le dépensent pour flamber sans comprendre ce que c'est que la vie de leurs administrés. Et deuxième chose, parce qu'en effet, il y a une forme de corruption. C'est aberrant de le nier, voyons. Alors, on sait très bien qu'il y a des liens entre les entrepreneurs et des élus locaux. Je connais ces raisonnements. Je connais ces raisonnements, si vous me permettez, qui visent à généraliser et qui conduisent après à dire tout le monde est pourri, etc. Je ne suis pas là en train de vous dire tout est parfait, mais je dis faites attention aux généralisations. Et puis, par ailleurs, et je finis, parce que les élus, c'est bien maintenant, c'est la tête à claque en permanence, hein, c'est la faute aux élus, etc. Mais il y a plein d'élus qui font ça parce qu'ils pensent effectivement que c'est bien pour leur population, pas simplement pour s'en mettre plein les poches, c'est pas vrai. Il faut arrêter avec ça. Bon, allez. On peut dire, et ça peut tous nous réunir, il y a plus d'argent pour la mare, moins d'argent pour les ronds-points. On est tous d'accord. Natacha. Moi je reste attaché à ta douce personne. En tous les cas, Julien, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà. C'était la P2, les Terriens du dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. À tout de suite. Bonsoir, les Terriens du dimanche. Nous sommes de retour sur Terre dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Toujours en compagnie de Natacha Polony, de Raquel Garrido, d'Absa Toussi, de Monia Cachemire, de Franz-Olivier Gisbert, de Gilles William Jonadet. C'est incroyable. De Mathieu Malignan. Eh oui. Et maintenant, mes amis, il est l'heure de changer de disque. On continue en musique avec le blind test de l'actu. Et voilà. Alors, à quelle actualité correspond la musique que vous allez entendre? On commence. Musique. Le mec qui a boué. Norman le non, l'autre. Jonathan. Mais je ne me rappelle pas le nom. Mais elle avait raison. Jonathan Daval. Elle a dit avant. Jonathan Daval. C'est moi. Natacha Polony. Moi aussi, je l'ai dit. Moi, j'ai crié. T'as dit Norman le Moi, j'ai crié. Non, il dit n'importe quoi. Natacha. Allez. Natacha. Allez, d'accord. Allez, tu vas voir. La prochaine fois, j'ai hurlé. Oui, je t'ai donné le point. Bravo, Natacha. Musique. Macron en Tunisie. Là, je suis désolé. Monia et Natacha en même temps. Patrick Bruel. Ça donne un point à Natacha, un point à Monia. Vraiment, je l'ai entendu en même temps. Attention, ça c'est un peu plus compliqué. Musique. Les Césars. Woody Allen. Darmanin. Ouais. Monia Cachemire, ouais. C'est ce qu'elle a dit. Ah, Darmanin. Ah oui.
oui. Et toi, t'es persuadé que ça m'intéresse, Ouais. juste parce que tu ne m'intéresses pas. Ah ouais Effectivement, Darmanin, absolument, voilà. Attention, musique. La fête des L'EHPAD. grands-mères. Ouais. Putain, bravo. L'EHPAD. Le mouvement des retraites. Eh oui, la grève des salariés des EHPAD. Des fois, il faut se... Ouais. Ça a peut-être aucun sens, monsieur Golnadel. Oui. Mais Madame Absatoussi a trouvé. Ouais, bah, ça ne m'étonne pas, puisque ça n'a aucun sens. Tu t'inclines. Je ne commenterai pas, évidemment. Oui, t'as bien raison. Musique. Galet. Ouais. Est-ce qu'on peut encore le... Alors là, Stéphane, commente pas, puisque il y a c'est- une remontée d'Absatou, là. Bah oui. Ça n'a toujours aucun sens. Il y a une égalité entre Natacha Absatou, c'est ça? Et Monia. Et Monia. Donc il y a égalité entre les trois Heureusement filles. que les là. nanas lisent l'actu. Tout ça, mesdames, messieurs, Voilà. va nous valoir un super banco. Ah oui, Ah oui. Un super avec tout le monde. Entre filles, entre filles, entre filles. Un super entre filles. Oui, oui, très bien. Très bien. C'est pas la règle. Attends, c'est l'effondrement des Stéphane, est-ce qu'on valeurs. accepte un super banco entre filles ou un super banco général? Général. J'adore l'injustice. Le Et maintenant, patriarcat, celui ou vraiment. celle qui va donner l'actualité à laquelle correspond cette chanson gagnera le blind test de l'actu. Voilà. Vous êtes prêts? Ouais. Concentrez-vous. Musique. Ah, les singes qui ont été dans l'automobile allemande. L'automobile allemande qui a testé sur les singes. Qui a testé l'automobile Non, sur les singes. les babouins du zoo de Vincennes. Les babouins du zoo de C'est Vincennes. Monia Cachemire qui a gagné. Non, est-ce qu'on peut avoir la réponse? Non, là. Non. Thierry Non. Non, je voulais juste dire que je Non. dédie ce prix aux femmes et à Marlène Schiappa. Non, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Marlène. Là, je me désolidarise totalement. Vous ne dites rien, vous, ils dorment. C'est quoi la réponse? La réponse, c'est le Monkey Gate. C'est quoi le Monkey Gate? C'est, on a pris des singes pour tester les des produits humains. diesel. Des singes et des On humains. parlait des babouins du zoo de Vincennes. J'ai Non. rien dit, pardon. Et maintenant, mesdames, messieurs, les fausses infos qui sont plus vraies que les vraies et inversement, c'est le fake no fake. Là, on est bon là-dessus. Alors, les chroniqueurs vont-ils enfin battre la fraude? Arrête. Je sais que ça n'arrive jamais, mais bon. Franchement, ça devient pathétique. Un chercheur britannique a créé un alcool de synthèse qui évite la gueule de bois. Eh oui, est-ce vrai, est-ce faux? C'est le fake no fake de la semaine. On regarde. Quel est l'intérêt? Eh, ça serait bon, ça. Hein. Ces images pourraient bientôt faire partie de notre passé. Des gens qui ont consommé trop d'alcool et finissent, dans le meilleur des cas, par faire n'importe quoi. Dans les pires cas, par mettre leur vie ou celle des autres en danger. Cet homme, David Nutt, professeur à l'Imperial College de Londres, pense avoir trouvé la solution miracle. Un alcool de synthèse. Oui, vous avez bien entendu, de synthèse. On peut faire un alcool inoffensif. J'ai identifié un certain nombre de substances qui procurent la même détente et les mêmes plaisirs que l'alcool, mais sans aucune nocivité. Et j'ai l'antidote. Ou quand la science se met au service des fêtards. Le scientifique, qui a longtemps travaillé sur les psychotropes, champignons en tête, en est persuadé. Pour lui, grâce à son alcool de synthèse, sobrement nommé Alcosynthe, les futures générations pourraient bénéficier des bons effets de l'alcool en évitant les mauvais. Vous pourrez aller à des fêtes, boire des cocktails à base d'alcool synthétique, prendre l'antidote et prendre le volant en toute sécurité. C'est la solution radicale au problème d'alcool. Et apparemment, l'illusion est totale. Hey, je ne vois absolument aucune différence. C'est très très bon. C'est vraiment cool. Ah, j'ai déjà la tête qui tourne. Cette invention est loin de séduire les professionnels et l'industrie de l'alcool réputée pour ses puissants lobbies en Angleterre. Dans ce pays où la bière est reine, l'alcool de synthèse risque d'avoir du mal à envahir les pubs. Et voilà, un chercheur britannique a-t-il créé un alcool de synthèse
qui évite la gueule de bois, c'est le fake no fake de cette semaine. On commence avec Franck-Olivier Gisbert. En principe, on commence par Natacha. Non. On commence tout le temps par Natacha. Ce soir, on commence par Franck-Olivier Gisbert. Ma réponse est non. Dites que je sais pas, il y a un truc qui va pas dans ce reportage. C'est peut-être vrai, mais les gens sont tellement cons que c'est tout à fait possible qu'un connard se soit mis à travailler sur un sujet aussi stupide pendant des années. Mais franchement, non. Non, c'est trop con. C'est faux. Trop con. Mais peut-être ça va être vrai. Je sais pas. Ça montrera la connerie des gens. Moi, je suis la Moundir. connerie de l'humanité, c'est tout. Je ne connais pas la réponse, je suis Moundir. Absatou. Si seulement ça pouvait être vrai et que vous Ouais. puissiez en mettre dans les verres de mes deux voisins, pour que, évidemment, ils finissent pas n'importe comment à chaque fois, ce serait merveilleux. Stéphane Simon, effectivement, il peut être pervers. C'est un tordu. Et quand tu regardes le reportage, C'est un les tordu. deux mecs, ils jouent tellement mal C'est un tordu. que je pense que c'est Alors, il y a vrai. quelque chose. C'est un Je tordu. connais les Je limites. pense que c'est vrai. Attends. Non, mais toi, tu te plantes toutes les Je semaines. connais- S'il dit faux, dites tous vrai. S'il dit vrai, dites tous faux. Je me flatte d'être le spécialiste de jeu. Mhm. Je Dépêche-toi. reconnais que Simon est un pervers. Un tordu. Mais je connais les limites de son imagination. Ouais. Il n'a pas pu l'inventer. J'y crois dur comme fer. Oui, tu dis comme Regarde, moi. il est mauvais là. J'y crois dur comme fer. J'en sais rien. C'est je connais vrai, pas la mais réponse. tu sais. Je suis c'est vrai, Moundir. et je suis t'invite Moundir. à m'imiter. Bon. Monia Cachemire. Comme je n'ai pas de libre arbitre et que je n'ai pas de personnalité, T'es ma groupie complète. je suis ta groupie complète. Donc, comme je l'ai blessé tout à l'heure, je veux dire Ah qu'il oui a raison. Ah oui, mais enfin. Alors, vrai que moi c'est je dis que c'est faux. Parce que ça n'a aucun intérêt. Si vous ne voulez pas avoir la gueule de bois, il y a un certain nombre d'alcools naturels qui ne donnent pas la gueule de bois. Enlevons les sulfites, allons vers la biodynamie. Ça y est. Il paraît elle que... se tourne. Natacha Non, mais Polony. elle Je se me tourne tourne vers vers Natacha Natacha. et elle dit enlevons le sulfite. Non, mais enfin, et elle sait qu'elle va trouver Ma un copine. soutien. Alors, Il paraît que la vodka, c'est vrai ou il c'est paraît faux que la vodka donne pas la Elle a gueule dit de que c'était bois. faux. C'est vrai. C'est faux. Madéliane, Moi, je comme suis sûr que c'est vrai. Ouais, ouais. Ah, t'as Sûr que voilà c'est un vrai. garçon intelligent. Le truc sans gueule de bois, ouais. Natacha. Non mais attendez, là on nous présente l'alcool qui soi-disant va éviter les accidents de voiture, les mecs qui font des trucs débiles. Et attends, C'est c'est pas, pas la gueule c'est de pas bois. au moment où ils ont la gueule de bois qu'ils font des trucs Oui. débiles et qui provoquent des accidents de voiture. C'est quand ils sont bourrés, Bah oui. c'est pas la même chose. ça, c'est La gueule vrai. de bois, ça Ça, vient c'est pas après. Non, mais c'est Donc vrai. ce truc est absolument illogique. Mais ça paraît autant Donc de moi je l'invention. dis que c'est faux. Pour autant, peut-être que c'est vrai, mais et qu'ils ont fait exprès d'en faire un truc illogique. C'est vrai ou Je c'est dis faux que c'est faux. Faux. Alors, allons-y. Alors. Faux. Vrai. Faux. Vrai. Faux. Faux. Vrai si c'est vrai, faux si c'est faux. Eh oh, oh. Alors, non, non, un peu de Toi, courage. vrai. Toi, c'est vrai. C'est absolument vrai. Absatou. Vrai. Vrai. Toi, faux. Bon. Allez, roulement de tambour. 4 vrais et 3 faux. C'est vrai. Moi, c'est Elle avait vrai. dit que vrai. c'était Bien sûr, vrai. c'est vrai. Chaque semaine, je gagne. Ben, c'était vrai. Hein, voilà. C'était vrai. Ceci étant, l'alcool qui donne la gueule de bois ou pas est quand même à consommer avec modération. Vous êtes d'accord? Bon. Je suis sous ton balcon. Comme Roméo. Voilà, c'est tout. Ah, Claude. Voilà. Ah, On Claude. pense à toi. Et maintenant, c'est le retour des terriens de Tanguy Pastureau. Et on recommence avec le président Macron, le Justin Bieber de la 5e. Alors, comme d'habitude, notre loulou a surjoué le côté winner. À Davos, il a expliqué que quand il jouait au tennis, il enfilait la tenue de Federer, numéro 2 mondial. Il fait tout comme les plus grands. Hein, le soir, il déboule à l'Élysée avec le short de Rocco Siffredi dans Anatomie de l'enfer en 96 et dit à Brigitte « Salut, toi, t'as prévu un truc pour les 4 prochaines heures ?» Oui, 4 heures, c'est notre expression à nous les hommes pour dire 7 minutes. Ensuite, il s'est rendu en Auvergne, où il a gravi le Puy-de-Dôme, sapé en souliers de ville, comme quand il est à Paris. Hein. Lui, même si Frédéric Lopez l'emmenait voir des pygmées à poil dans la jungle, il viendrait en Weston. C'est Roland Dumas avec le physique de Jordi. Alors, il est arrivé en pleine tempête de neige, avec juste une petite écharpe, ce qui, vu son âge, a rappelé à tout le monde l'affaire des bébés congelés. Encore un peu, et il nous faisait le coup d'hibernatus. Un jour, il va se réveiller après 40 ans passés dans un glaçon, ce qui a aussi été la vie de Jacques Chirac, même si lui appelait ça « Mes samedis soirs avec Bernadette ». Enfin,
il est allé chez Michelin, où il a parlé avec des salariés devant un écran avec écrit « Compromis sec mouillé ». Alors ça ne parlait pas de lui et de l'effet qu'il fait aux gens selon leur tendance politique, mais juste de pneus. Bien sûr. Allez, partons à droite. Avec Laurent Wauquiez, le Gandhi blanc qui a répandu l'amour tel un paysan du glyphosate sur ses courgettes. Alors lui, il séduit, mais tout le monde. Hein, les mecs poilus à chapeau qui ressemblent à Geneviève de Fontenay si elle avait pris des stéroïdes. Les jeunes filles romantiques qui le reluent comme si c'était Vianney tout nu avec ses guitares. Les mères de famille qui sont prêtes à lui sucer les doigts. On dirait le remake d'E.T. tourné par Marc Dorcel. Enfin, c'est plus un chef de parti, c'est Raël. Le Conseil national des Républicains, mais c'était Woodstock. J'ai cru que John Baez allait débouler pour lâcher des colombes. Que des câlins et des sourires. Regardez, je t'aime, Virginie, moi aussi, Maloute. Oh là. Gérard Larcher, qu'on voit à droite, regardez, a même fait l'amour à son siège. Parce que personne ne se tient comme ça, à part la méduse en train de crever sur la plage. Techniquement, là, il est liquide. On peut le mettre en cubi et le servir à table. Nadine Morano, l'équivalent de Shiva, le dieu indien de l'amour, sauf qu'elle n'a que 2 bras au lieu de 4 pour Shiva, il lui manque des membres. Pour les hindous, nous sommes des roms. A aussi fait des bisous, enfin, mais que de l'amour. À droite toujours, Gérard Larcher a fini par se réveiller, mais pas assez pour tenir debout tout seul. Et il a fait une conférence de presse accrochée au micro. Alors le problème est réglé, on lui a mis une broche dans le dos. Dimanche au Méchoui, c'est lui qui sera servi avec des frites. Christian Estrosi, maire de Nice, a présenté ses vœux, sobrement intitulé « Les amis de Christian Estrosi », et 2500 fans étaient là. Il a dans la vraie vie le même nombre d'amis que nous sur Facebook qu'on a accepté n'importe qui. Alors était présente sa femme, Laura, du web, et Denise Fabre, du Telex, morte de rire, comme dans Les Bêtisiers. Elle, ça fait 75 ans qu'elle rit. C'est l'antithèse de Michel Sardou. Quand il la voit, il se demande ce qu'elle est en train de faire avec sa bouche. Estrosi a aussi reçu des footballeurs, tous violentés par leur styliste. On a un monsieur qui a quand même 7 braguettes, à supposer que la nature l'ait gâté, il a l'embarras du choix quand il est aux toilettes. Et Estrosi a inauguré une école avec un type à gauche sur béquille qui espérait une chose, c'est qu'on n'ait pas à applaudir. Manque de peau, et ben voilà, on a applaudi. Et là, c'est sport. Allez, un tour à gauche. Avec, vous en avez parlé tout à l'heure, Anne Hidalgo, qui a claqué plus de 200 000 € pour un rapport sur la propreté à Paris. 16 000 € la page, c'est plus cher que les manuscrits de la mer morte. Alors qu'il y avait juste besoin de 2 post-it, un avec marqué « c'est dégueulasse », l'autre avec écrit « solution nettoyée ». Alors, elle a aussi fait les vœux de la mairie du 12e. Selon elle, elle l'a écrit, un arrondissement durable, inclusif, attractif, accueillant, solidaire, créatif et apaisé. Le mec qui habite le 12e et qui se sent mal, il reste plus qu'à le piquer. Elle a aussi invité à déjeuner le réalisateur Oliver Stone et a commandé un rapport à 700 000 € sur la propreté des couverts des restaurants, sauf dans le 12e, parce que tout va bien. Dans le 12e, c'est Disneyland sans la parade. Alors Benoît Hamon, le roi de la gauche surimi, c'est comme la gauche caviar mais sans budget, a lui repris sa tournée des facs. Il a raison, les jeunes sont de gauche. Il faut les prendre avant qu'ils vieillissent et passent à droite. Jean-Luc Lahaye n'a été confronté dans sa vie qu'à des gauchistes. Manuel Valls, lui, s'est rendu à la maison de la Nouvelle-Calédonie, à Paris. Ça évite de se taper 24 heures de vol. De même, plutôt que d'aller à New York, il va juste bouffer chez McDo. Et il a procédé à la coutume. Il a offert des livres à un tapis, pendant que tout le monde derrière mettait la naissance de Sarah des fesses. Ont aussi été offerts, regardez, des sacs à main. On dirait plus le Noël de Rachida Dati qu'une cérémonie kanak. Finalement. Qu'ont fait nos ministres? Bon, pas grand-chose.
Mounir Majoubi, ministre du numérique, a quand même testé des lunettes intelligentes qui lui ont fait un bon look. En tout cas, si on aime celui qu'ont les frotteurs du métro qui tentent de rester anonymes. Bruno Le Maire, ministre des Finances, a promis de lutter contre les promotions sur le Nutella. La pauvreté qui pousse les gens à s'étriper pour du Nutella. Non, ça va. Le coupable, c'est le Nutella en tant que tel. Mais ça a toujours été le Nutella, le problème. 1789, le Nutella. Le peuple s'est soulevé parce qu'il n'avait pas de pain, mais pas non plus de Nutella. Or, personne ne bouffe de pain sans rien dessus. La Saint-Barthélemy, le Nutella. On pensait que les protestants ont caché un pot dans un placard. Charles IX a dit « Zarma, moi j'ai que de la pâte à tartiner de la marque Repère ». C'est pas juste, on assassine tout le monde. C'est le Nutella qui a tué Kennedy. Il en mangeait trop et est mort d'une crise de diabète 2 secondes avant que la balle atteigne sa tête. Heureusement que Bruno Le Maire est là pour nous défendre contre le Nutella. Sinon, Florence Parly, ministre de la Défense, s'est rendue à Tokyo, où on lui a présenté des batteries de missiles. Alors, elle en a pris 2. Si Intermarché fait une promo sur le Nutella, on pulvérise l'Intermarché, on supprime le Nutella et les pauvres. Coup double. Jean-Yves Le Drian était là lui aussi. Alors, il a rencontré le Premier ministre nippon Shinzo Abe, qui a récupéré le fauteuil relax de sa mamie. Il est comme chez lui. Alors, lui, il a failli venir en slip. Nicolas Hulot, ministre de la Mousson, a testé ses nouvelles bottes en bord de Seine, donc partout en Ile-de-France maintenant. On n'a pas de nouvel aéroport à Nantes, mais ici, on a la plus grande marina du monde. Moi, ce soir, je suis venu en Zodiac. Et Christophe Castaner est rentré chez lui à Fort-Calquier. Du coup, il s'est sapé, mais comme le dimanche quand il va au marché, un vieux jean qui lui moule les attributs, enfin, on dirait un atelier poterie, sur chemise cravate, comme les mecs de début de soirée en 88. Ça, c'est beau. Enfin, mes terriens de la semaine, ce sont les singes qui sont comme nous, puisque grâce à Volkswagen, eux aussi reniflent toute la journée des gaz d'échappement. Là, on voit Kiki en train d'imiter Gérard Larcher à un congrès de la droite. Il leur reste plus qu'à se battre pour du Nutella et on pourra dire qu'enfin, ils ont atteint notre niveau d'évolution. Salut les terriens! Et voilà, c'était Tanguy Pastion. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur mycanal.fr. Et maintenant, on va jouer. Pour finir, la semaine dernière, c'est Natacha Polony. C'est incroyable, mais elle a gagné, je sais. Ça a surpris tout le monde. Qui remportera l'ours rouge cette semaine? C'est le winner de l'actu. Bon, vous êtes prêts? Ouais. Allons-y. Qu'a proposé Boris Johnson, le ministre britannique des Affaires étrangères, pour apaiser les relations entre la France et le Royaume-Uni? Créer une équipe de rugby franco-britannique, choisir Emmanuel Macron comme témoin du prince Harry pour son mariage, construire un pont de 35 km entre les deux pays, ou signer un pacte franco-britannique de non-agression pour 99 ans. Signer un pacte. Natacha. Le pont. Le pont. Natacha Le Pont. Il faut dire quand même que Natacha, un de ses boulots dans la vie, c'est de faire des revues de presse. Donc, quelle phrase Jawad Ben Daoud a-t-il prononcée pour se défendre lors de son procès? On m'a vendu un bœuf bourguignon et j'ai fini avec un couscous. Je recrutais mes locataires par le bouche à oreille, le bouche à bouche. La cocaïne, j'en prends 1 gramme, 2 grammes, et pique et collégramme. J'aurais dû m'en douter, c'est moi, le trou du cul. J'espère qu'il a dit j'aurais dû m'en douter, c'est moi le trou du cul. Merde, Julie. La cocaïne, j'en prends 1 gramme. C'est ça? Non? Il a tout dit. Je recrutais mes locataires au... Ah non, merde, moi c'est le premier, on m'a vendu un... Il a dit les 4. Vous avez vu comment il gagne? Je vais te dire, quand il sortira tôt, il fera du stand-up. Attention, là c'est pour vous, mon cher ami, parce qu'il est question de Brigitte Bardot. Votre grande amie Brigitte Bardot. La Brigitte, ah oui. Qui préfère les animaux
aux êtres humains. C'est pas vrai, mais quelle si, c'est honte, vrai. mais non. Mais Il si, s'occupe des petits vieux toute la journée. C'est pas vrai. C'est pour ça qu'elle t'aime bien. C'est pour ça. C'est pas vrai. Attention. On pourrait jouer plutôt que de faire la politique. Pour quelle raison, Brigitte Bardot, Il y a que toi qui as compris ma vanne. être enterrée à la Madrague? Pour payer moins cher, pour fuir les paparazzis, parce que c'est là que sont enterrés ces chiens, ou pour éviter les connards. Moi, je le sais, hein. C'est pour éviter les connards. Bah oui. Bah oui, on savait. Je suis bien là. Ah, c'est bien là. Si t'es pas à l'abri de gagner, là, Stéphane, on en est où, là? Moi, je Ouais, c'est lui qui gagne. C'est devant. Madénian. Madénian. Perpignan. Perpignan. C'est gagné? En tête. Ah non. C'est pas fini. Mais bon, la Maison-Blanche a demandé au musée Guggenheim de lui prêter un tableau de Van Gogh. Mais quelle œuvre le musée, donc, a-t-il proposé à la place? Drapeau américain de Jasper Jones, Hope de Shepard Fairey, Campbell Soup Cans d'Andy Warhol ou la sculpture américaine de Maurizio Cattelan. On m'appelle Pour moi, c'est le drapeau américain, le premier. Non. Putain, le mur. C'est la dernière. Ne dis pas, ne dis pas. America. Non. Avec les... Mais alors, qu'est-ce que t'as besoin de... Ah si, America. Ah oui. Mais oui, America. Oui, non, lui. M'excuse tout de suite. Les chiottes, les chiottes. Avoue que c'est marrant. Oui. C'est-à-dire qu'il lui envoie ça à ce connard de Trump, des chiottes en or. Mais il était pas au courant de la réponse. Hein. Qu'est-ce Ne qui mélange jamais le jeu et la politique. Quelle vieille tradition française Ah. Emmanuel Macron va-t-il restaurer? Va l'acheter. La guillotine, la révérence, la chasse présidentielle Là, j'ai la réponse. ou la cuillère d'huile de foie de morue quotidienne dans les écoles. Oh, c'est pas juste, merde. Ça marche pas. La chasse présidentielle. Bah oui, La chasse présidentielle. c'était dans les journaux. À Chambord. À Chambord. Il a raison. Non. Mais s'il a raison, Non. il utilise les ordres de la République pour séduire les chefs d'État étrangers. Oui, Il est très malin. oui. Stéphane qui a gagné. Je suis toujours devant, hein. Ah ouais, il y a égalité, Natacha Madénian. C'est le Super Banco. Ah, quand même. Voilà. Parce qu'eux jouent à la maison. Alors là, Faudrait bien savoir. ça rigole d'avance. Il va pas aimer, le vieux. J'adore ce jeu. Super Banco, là. Comme c'est dedans. Super bon là, comme c'est le truc. Quelle est la particularité de ce chat? Il a remporté le concours du chat le plus grincheux du monde. Il a uriné sur la robe de la reine Elisabeth II. Il a gagné 710 000 $, où il appartient à Donald Trump. les raquettes du Oh non, c'est pas juste, merde. Non, non, j'ai la je ne l'aurai pas, réponse. tu l'auras pas. Moi, je J'ai la réponse. Il a Moi, gagné j'ai la 700 réponse. 000 $. Ah oui, Absolument. évidemment. Oh merde. Bravo. Je tapais comme un taré, on Mais méritait. comment tu fais pour avoir le truc? Non, mais c'est le chat. C'est le chat grincheux. Mais c'est pas il y a le touch. Tu noteras que je n'ai répondu à je vais vous aucune question raconter à part le Super l'histoire. Banco. Raquel Garrido. C'est moi. Grumpy Cat, Voilà. le chat Il est grincheux. génial, il est génial. Son image a été utilisée sans l'accord de sa propriétaire par une marque de café américaine. Le propriétaire a porté plainte. Il avait un bon avocat. Absolument. Un très bon avocat. Moi, peut-être. Qui lui a fait gagner 710 000 €. Voilà, c'était Les Terriens du dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission, à commencer par Stéphane Simon à samedi pour Les Terriens du samedi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.